Est-ce que tu peux faire une présentation de qui est Tiffany et qui est Canel sur les réseaux? Bon, bah, je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, j'habite à Montpellier, et puis bah, vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de Canel Break sur Instagram. C'est mon compte principal où j'ai notamment énuméré mon parcours entre l'anorexie et le bodybuilding. J'y partage plein de choses, dont ma passion pour le vintage, ma progression dans le body et ma passion pour la photographie. En fait, j'y partage absolument tout comme mon petit là. Du coup, on va commencer par le commencement. Donc, la première étape, pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Ça s'est passé pendant le deuxième confinement parce que c'est là que j'ai eu mon déclic. On y viendra plus tard, je pense. Vers mon regain vers la vie. Ouais. Et au départ, j'avais un compte Instagram qui n'était pas du tout celui-ci, mais qui était plutôt à d'effets néfastes et négatifs parce que je suivais beaucoup de comptes d'anorexiques à l'époque, Ok. où vraiment j'étais dans un effet boule de neige, engrenage, où on se suivait les unes les autres pour voir qui avait la meilleure méthode de perdre du poids le plus rapidement. Enfin, à la fin, en anorexie, je t'arrivais vraiment dans une sorte de communauté hyper toxique de personnes comme ça. Ouais. Donc j'avais ce type de compte-là. Et à partir du moment où j'ai eu mon déclic, je l'ai supprimé et je me suis dit, mais est-ce que je peux faire le bien sur Instagram d'une autre façon? Et c'est là que j'ai créé Canal Break parce qu'à l'époque, j'avais déjà une obsession pour la cannelle déjà. Et donc du coup, ça n'a pas bougé. Et le jour où j'ai eu mon déclic, Ouais. en gros, bah, je me suis dit comment je peux le faire le bien sur les réseaux sociaux. Bah, bien sûr, j'ai supprimé mon compte à l'époque. J'en ai recréé un qui se nomme aujourd'hui Canal Break. Ça a toujours été mon pseudo. Et sur lequel bah, mes toutes premières vidéos, c'était des entraînements de moi dans ma chambre avec des poids de 500 grammes, de 200 grammes, à faire des élévations latérales en me tenant la poignée de ma porte. Ça a commencé en mode confinement et en même temps. Ça, bah, de toute façon, j'étais pas un poids adapté ni santé pour prétendre m'inscrire à une salle. Et puis de toute manière, j'étais pas non plus vaccinée. Donc c'était impossible pour moi d'y accéder. Et puis j'étais encore tellement peureuse du monde extérieur que je préférais simplement me cloisonner dans ma chambre. Je m'étais dit, ok, je veux bien me réalimenter, une fois que j'ai eu mon éthique, hein, bien sûr. Mais par contre, c'était à issue compensatoire. Ou à côté de ça, il fallait que je me dépense au maximum. Donc, ces exercices que je faisais régulièrement, et voire quasiment toute la journée, hein. C'était toujours les mêmes mouvements toute la journée. C'était pas du gainage, c'était des élévations latérales, ça je savais faire. Donc je faisais que ça. Et les sinon, c'était du gainage, des exercices du calisthénie aussi, parce que j'avais des barres parallèles à la maison. Et même, je pouvais faire ça en m'adossant à un bar. Enfin, j'avais 2 barres à la maison dans la cuisine. Et pareil, je m'appuyais dessus, je faisais des abdos, enfin, toutes choses. Je me servais en fait de l'ameublement autour. Ça peut passer ce que je mangeais au tout début quand j'ai eu mon déclic. Parce que ça n'a pas été un déclic, on va dire, sain dès le départ. C'était, OK, je décide de m'alimenter, Ouais, mais tu mais compenses. décompenser. Voilà. Et à ce moment-là, t'avais quel âge? Fait, disons que je suis restée 2020, ils vont battre l'entièrement. Ok. Et à ce moment-là, tu travaillais pas, t'étais chez toi. Non, j'ai aucun diplôme. J'ai pas eu mon brevet, mon bac non plus. J'ai été déscolarisée en quatrième parce que j'ai fait une phobie scolaire et que j'étais déjà dans les TCA à cette période-là et c'était très compliqué pour déjà mon entourage de comprendre ce que j'avais parce que je ne l'ai jamais verbalisé. Au niveau éducation, etc., je vois tes textes sur les réseaux, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien structuré. Du coup, d'où est-ce que ça vient, tu vois, cette belle structure et on va dire ce comment dirais-je, ces textes, on va dire, assez spirituels que tu peux écrire, tu vois. En fait, ça a été vachement un échappatoire pour moi puisque je n'arrivais pas à verbaliser de vive voix. Soit je l'écrivais, soit par le biais de l'anorexie, c'est mon corps qui l'exprimait pour moi. Donc en fait, j'ai des notes qui datent du jour où j'ai pu avoir un iPhone Ok. qui sont extrêmement concises et claires et qui répertorient tout le flot de pensée que j'avais emmagasiné en moi depuis tant d'années. Et bon, après, j'ai toujours été très littéraire, j'ai toujours aimé lire, je me suis éduquée toute seule. Comme j'ai été déscolarisée tôt, je me renseignais un peu sur le cursus scolaire que j'ai un peu façonné à ma façon vis-à-vis des matières qui me plaisaient parce que, par exemple, en maths, c'est complètement nul, tu vois. Mais par contre, en littérature, je suivais le cursus et j'allais moi-même me documenter et m'éduquer en bibliothèque quand je pouvais encore me déplacer et que j'étais à un poids suffisamment, on va dire, élevé pour me montrer au monde et sortir à l'extérieur. Ok. Et vu que tu parles de littérature, est-ce qu'il y a un livre ou une suite de livres que tu as vraiment aimé à ce moment-là et que tu te renfermais un peu dedans, comme si tu étais dans cet univers? C'est souvent le cas, c'est qu'on reste dans un monde parallèle, tu vois, et certaines personnes s'enferment, on va dire, dans une certaine, dans une bulle, certains dans le sport et d'autres et tout.
Et d'autres Moi, moments, c'était tout dans ma tête parce que j'avais tellement de flot de pensées en continu que même, tu vois, la structure d'un livre n'arrivait pas à faire taire les pensées que j'avais dans ma tête. Donc, tous les ressentiments que j'avais emmagasinés pendant tout ce temps, il fallait que je l'écrive. ok. Plus que trouver l'échappatoire en elle-même en l'écrivant. Par exemple, je faisais du dessin aussi. J'arrivais beaucoup à illustrer ce que je ressentais. Ouais, t'avais besoin d'extérioriser au maximum en fait ce que tu ressentais. Et j'imagine que ça venait aussi parce que tu pouvais pas l'exprimer avec les gens qui t'entouraient à ce moment-là. Je pense que je me sentais pas en confiance et simplement, je n'arrivais pas parce que moi-même, je n'arrivais pas à identifier ce que c'était. Parce D'accord. qu'à l'écrit, à l'écrit, c'était vachement poétisé, tu vois, comme mot MAUX. Et pourtant, quand je le relis et quand je me remémore comment je le vivais à cette époque-là, il n'y a rien de beau, en fait. Ouais. Mais moi, dans la manière dont j'ai pu l'écrire noir sur blanc, c'est comme si tu lisais un poème. Comme si c'était une tirade qui enjolive une réalité qui n'était pas celle décrite, tu vois. D'essayer de sortir de la réalité par l'écriture en fin de compte. C'est ça. Vu qu'on parle de tout ça. Quand est-ce que ça a commencé du coup, c'est, on va dire, ce renfermement autour de Je pense que ça a commencé quand mon papa est décédé. Ouais. Donc, j'avais l'âge de 6 ans. Mais comme j'étais suffisamment jeune, enfin, juste, je repoussais tout le monde autour de moi à cette période-là. J'ai repoussé aussi mes grands-parents. Je savais pas trop pourquoi à l'époque, mais plus tard, avec l'introspection, j'ai compris d'où ça venait. Et c'était dû à des traumas que j'avais vécu en étant encore plus jeune. Donc, je repoussais vraiment absolument tout le monde. Et sauf ma maman. Parce que ma maman, elle a vraiment fait office de mère, de père, de grande sœur. Elle a vraiment été mon bouclier à ce moment-là parce qu'elle m'a surprotégée également dû à un autre traumatisme qu'elle elle a vécu quand j'étais plus jeune, puisque, en vrai, pour se refaire le contexte de mon grand-père, Ouais. je suis née en 98, j'ai une sœur qui est née en 94, et j'ai un frère qui est né en 94 et ma sœur en 90. Donc, en fait, ma maman, elle a eu 3 enfants, dont chacun ont 4 ans d'écart. Ok. Donc, moi, j'ai 8 ans d'écart avec mes soeurs. Sauf qu'avant ma naissance, il y a eu la naissance de mon frère, Antoine, en 94, qui est décédé de la mort subite du nourrisson. Et en gros, ma maman, elle l'a retrouvé break dans son berceau, en se levant un matin. Et sous le choc émotionnel, elle est devenue sourde d'une oreille. Et si tu veux, à l'époque, mes parents étaient mariés et moi, je suis née dans ce chaos. Parce que mon papa, malheureusement, c'est consolé, si je puis dire, dans la crise. Ça a été un premier déboire. Et puis, bah, il y a eu pas mal de petites retours qui se font juste à poser. Et moi, je suis vraiment née en plein dans ce virage familial, dans ce grand bim et dans cette cassure. Et j'ai jamais réussi à légitimer comme on m'a aussi fait comprendre que je n'étais pas non plus légitime de vivre après le décès de mon frère et que j'étais plus ou moins un enfant de remplacement à bébé placement. Ouais. C'est pas. Ça, j'ai souvent cru. Et je pense qu'au-delà de le croire même, il y a eu pas mal de propos assez insidieux pour me faire comprendre que j'avais pas ma place. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'arrivais pas à trouver ma place et que l'anorexie arrivait au bon moment lors de ma puberté. Parce qu'en plus, à ce moment-là, tes émotions font vachement chambouler, tu te cherches, tu sais pas vraiment qui tu es. Donc là, c'était le terrain le plus fertile possible pour que ça s'immisce et que ça gangrène à l'intérieur de moi. Ouais, c'est jamais une bonne chose pendant le développement en tant que femme de pas se sentir voulu sur Terre. Et normalement, tu devrais être soutenu par ta famille à ce moment-là parce que c'est un processus compliqué, l'adolescence. Et C'est c'est pour vrai. ça que je disais que ma maman elle a fait office de bouclier pour tout et tout le monde. Et que vis-à-vis de cet incident, bah, j'ai dormi avec elle jusqu'à mes 13 ans. Parce qu'elle avait peur justement qu'il se produise la même chose pour moi, que je décède de la mort subite de nourrisson dans mon sommeil. Donc elle m'a surprotégée, surprouvée. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est pas bien, mais si ça pouvait, enfin, si ça avait pu être fait autrement, peut-être que moi, j'aurais pu justement avoir un moyen de m'exprimer et d'avoir vraiment une voix qui m'est propre. Alors que là, j'étais vraiment dans une bulle, dans une cage dorée, où il y avait trop de protection et j'arrivais pas à découvrir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimais, Ouais, du coup, qu'est-ce que je pouvais accomplir. C'était de la protection que je comprends maintenant aujourd'hui avec mon regard d'adulte, et vis-à-vis de ce qu'elle a vécu, parce qu'en soi, nos parents, on leur en veut pour beaucoup de choses, mais comme nous, ils découvrent la vie. Ils essaient de faire avec en improvisant, plus ou moins, en essayant toujours de faire le mieux. Donc maintenant,
j'ai plus aucun souci avec ça. Mais c'est vrai qu'avec mon regard de jeune femme, je sais que ça m'a pas été 100% bénéfique, toute cette protection. Ouais, peut-être que, on va dire, passer les 10 ans, ça t'a empêché d'avoir une vie, on va dire, sociale d'un enfant normal. Et du coup, ça t'a empêché de te développer correctement, on va dire, socialement. Et t'as appris, en fait, finalement, à vivre, on va dire, un petit peu renfermé chez toi. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, progressivement, il y a eu on va dire, ce renfermement, on va dire. Parce que j'avais pas les mêmes codes sociaux que les jeunes filles ou les jeunes garçons que je pouvais rencontrer à l'école à l'époque. Ouais. Et je me sentais vraiment à part, comme si enfin, je me déreprésentais et j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi j'étais présente à cet instant T, pourquoi je vivais ça, qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'avais cette conversation avec quelqu'un. Tu vois, je me dépersonnifiais totalement dans plein de contextes et je me sentais juste pas heureuse. Ouais, donc j'imagine que au collège, enfin au début du collège, t'arrivais pas forcément à t'adapter et de faire des amis, forcément. Non, non, puis j'ai subi pas mal de harcèlement parce que bah, comme quand t'es un enfant un peu marginal, forcément, c'est plus facile de s'attaquer à toi. Et je pense que je laissais même allègrement faire. Ils étaient complètement sans défense. Et même moi, comme j'arrivais même pas à légitimer bah, qui j'étais, pourquoi j'étais là et quel tempérament je pouvais avoir, bah, les gens s'en donnaient à cœur joie à cette époque. Bah, généralement, on se rend compte quand on a quelqu'un, on va dire, qui paraît, on va dire, faible visuellement et qui est une proie facile, bah, bizarrement, les personnes adorent enfoncer encore plus la personne. C'est Euh, ça. c'est- moi, je te parle de connaissance de cause parce que du coup, je suis rentré au collège obèse. J'étais à 120, 125 kilos à 12 ans. Donc, je te laisse imaginer que c'était l'inverse de toi. Mhm. Et j'étais aussi, du coup, une cible facile parce que bah, elle était bien voyante, la cible, tu vois, à viser. Donc, c'était une cible facile. Et c'est vrai que, bah, du coup, je me suis renfermé, moi aussi, comme toi, de mon côté, dans mon univers. Un univers un peu différent parce que, du coup, c'était les jeux vidéo et la bouffe. Donc, là, par exemple, je mangeais beaucoup et jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et du coup, j'étais complètement autour des jeux vidéo. Je jouais, moi aussi, au lieu d'écrire et de lire, etc. Moi, par contre, je jouais aux jeux vidéo. Par exemple, je me couchais à 5 heures du matin, je me relevais à 8 heures et je jouais toute la journée pendant les vacances. Je séchais les cours pour jouer. Et je me renfermais vraiment là-dedans et j'arrivais à me faire des amis uniquement de façon virtuelle en fait dans les jeux. Ouais, je vois. Tu vois, donc les personnes s'imaginent pas à quel point genre, les gamins peuvent être méchants, ils peuvent affecter aussi le futur d'une personne quoi. Mais tu vois, moi, à défaut de ça, c'est que j'avais trop envie, et maintenant je le dis sans qu'on me prenne en compassion, tu vois. Mais à l'époque, je sais que j'avais terriblement envie d'être aimée, surtout dans ce cursus-là scolaire. C'est que, par exemple, je pouvais aller à la boulangerie, acheter des sucettes qui colorent la langue par trentaine, Ouais. distribuer aux gens dans la cour pour que simplement ils viennent vers moi et qu'ils se disent, ah bah elle est cool, tu vois. Je pouvais faire des actes comme ça, de donation ou faire des cadeaux à des gens que je connaissais même pas, mais juste pour qu'ils m'apprécient. Ou Ouais. juste la fille serviable, pour qu'on se dise, bah on va avoir besoin d'elle. Donc, il fallait tout le temps que je serve à quelque chose, en fait, puisque même moi, je n'arrivais pas à comprendre à quoi je pouvais servir pour moi-même. Donc, il fallait qu'au moins j'ai une utilité pour les autres, même si c'était des personnes qui pouvaient me harceler ou qui se servaient totalement de moi. C'est pas grave, au moins, je servais à quelque chose. Ouais. Puis en plus, quand on est gamin, on sait pas vraiment comment aborder les choses, comment se faire aimer quand on nous a pas appris les choses. Tu penses faire ça avec les meilleures intentions, mais en fait, c'est les pires. Ouais, Parce que, parce que bah, donc, très bien que toutes les choses qui sont avec les meilleures intentions, en général, c'est hyper maladroit. Et ouais. là, c'était typiquement le cas. Et puis, bah, les esprits un peu plus intelligents et, on va dire, un peu plus confiants, c'était du pain béni. Ouais, c'est compliqué d'avoir une vie sociale pour beaucoup de gamins, bien plus qu'on l'imagine. Et c'est vrai que le moindre traumatisme, quand on est, on va dire, tôt dans ce processus, ça veut dire fin de primaire ou début de collège, je pense que ça peut vraiment nous affecter toute notre scolarité, jusqu'à au moins nos 18 ans, sur tout le plan amical ou même amoureux. Hein. Parce que lorsqu'on a des moqueries ou lorsqu'on a du mal à se faire des amis, bah, commencer une relation amoureuse, c'est encore plus compliqué, parce qu'on a peur qu'on se moque de nous, si on déclare les sentiments, si on fait le premier pas, ce genre de choses. C'est ça. En fait, ça te coupe l'herbe sous le pied dans la moindre prise d'initiative. Et ça, c'est un vrai fléau parce que, justement, ce qui est beau dans la nature humaine, c'est d'échanger, de prendre des initiatives, d'aller au contact de l'autre. Et en fait, si d'emblée, on te retire, entre guillemets, ce droit-là parce que tu t'en sens privé, bah, finalement,
tu te retrouves austère vis-à-vis des autres et de toi-même, et tu te renfermes progressivement. Ouais, c'est... Et là, du coup, à ce moment-là, tu as commencé à te renfermer, on va dire, à peu près à 13 ans. Euh, 14 ans à peu près là, puisque bah, j'ai fait une phobie scolaire. Entre-temps, on avait déménagé avec maman, parce que moi, j'ai vécu à Poitiers, enfin, je suis née à Poitiers, j'ai vécu là-bas jusqu'à ma quatrième, non, jusqu'à ma cinquième. Et l'année où j'ai fait ma rentrée de quatrième, on avait déménagé dans un village à côté de Montauban. Et ça a été sur un an, et en fait, là, je ne me suis pas du tout acclimatée, du tout, du tout. En fait, ça ne correspondait pas déjà à la mentalité là-bas. ouais. On m'a tellement pas intégré non plus parce que bah, c'est des jeunes enfants qui se côtoyaient depuis la maternelle avec des familles qui se connaissent, etc. Comme c'était vraiment un très petit village et moi je suis arrivée et puis j'avais déjà enfin, je veux dire des troubles mentaux. J'avais déjà une manière de penser qui n'était pas, on va dire, la norme et sur plein d'aspects je m'y retrouvais pas et j'arrivais pas à m'intégrer parce que je pense qu'aussi je le cherchais pas non plus ou en tout cas je le faisais pas de la bonne manière. Donc en fait naturellement les gens ils me repoussaient aussi. Donc c'est là vraiment que j'ai fait une grosse phobie scolaire. Au point, pour être très honnête, hein, quand je me rendais devant le portail, j'avais la diarrhée. Je me Ouais. m'écroulais sur le... Et vraiment, je me faisais dessus. Ah ouais, à ce point, ouais. Ouais. Et ma mère était obligée de venir me récupérer. Et puis, bah, ça pouvait durer, c'était des crises d'une heure ou deux où je restais sur le toilette et que je me bidais parce que j'étais stressée. Et j'avais une boule au ventre qui me tordait vraiment comme si c'était un torchon du cerf comme ça. Ouais, ouais. Et j'avais le palpitant qui était... enfin, qui carburait à fond. Et vraiment, c'était pas possible. J'avais des traînées de sueur sur le front. Et, c- et, c- Et et ces crises, elles ont duré combien de temps avant que tu sois, on va dire, déscolarisé? bah, je pense que ça a duré, ça a été très rapide parce qu'à chaque fois, je suppliais ma mère qu'on arrête avec ses cours. Donc, j'avais demandé une approche avec le CNED. Et ça avait été refusé parce que pour eux, enfin, ils n'ont pas tant légitimé que ça dans le dossier et que pour eux, j'étais apte en fait à y aller. Parce qu'à l'époque encore, c'était vraiment considéré comme enfin, un peu comme l'anorexie, j'ai envie de te dire, le maladie imaginaire, tu vois. C'est un peu moi qui provoquais ces choses-là parce que simplement j'étais fainéante et que je voulais pas aller en cours alors que bah en fait j'adorais ça. Moi en vrai, si j'avais pu faire une scolarité dite normale, j'aurais adoré ça, même si bon l'éducation nationale, il y a des choses à revoir. Mais mais vraiment moi j'adorais aller en cours, apprendre, avoir des professeurs pas tous parce que tu vois là aussi c'était la géométrie variable, mes notes. C'était un professeur passionnant qui est déjà passionné lui-même par ce qu'il te raconte et ce qui transfert à ses élèves, bah, je pouvais être très très studieuse et très bonne. Tu vois, enfin, mais dans tous les cas, j'adorais le processus scolaire et moi, je ne rêvais que de pouvoir rejoindre mes camarades, mais c'était impossible parce que mon corps me faisait comprendre que ça me mettait dans une situation de stress telle que je ne pouvais pas. C'est plus fort que moi. Et ça va le faire comprendre à quelqu'un qui, justement, pour lui, bah, c'est comme l'anorexie où on te dirait il suffirait que tu manges quand tu t'arrêtes de manger. Il suffirait que tu as mal à la tête, bah arrête. Enfin, toi, Ouais, on dirait attendez, arrête. ça, c'est toujours Ça, les personnes qui n'ont jamais rien eu dans leur vie ou qui fonctionnent correctement depuis toujours, qui ne comprennent pas c'est ça. pourquoi ça fonctionne mal chez quelqu'un. En fait, je pense que c'est quand tu as une vie vachement linéaire et c'est tout à fait souhaitable en soi parce que bah, les gens qui ont une vie comme ça, grand bien leur face. Mais justement, quand tu es enfant et que tu as vécu plein de micro-traumas que toi, tu n'arrives même pas à identifier et qui se juxtaposent les uns sur les autres au cours du temps, et que ça fait vraiment un effet boule de neige, bah, au bout d'un moment, tu satures parce que tu n'identifies pas le problème. Et en fait, le problème ne fait que grossir. Encore et encore et encore et encore. Ouais, c'est compliqué d'en sortir et du coup, toi, par rapport à ça, t'es resté du coup de la quatrième à 14 ans jusqu'à tes 21, c'est ça? 20, ouais, deuxième confinement, ouais, 21, 22. Du coup, jusqu'à tes 21, après, t'es resté du coup chez toi à, on va dire, t'éduquer seul Ouais, et à être du coup dans cette anorexie qui a commencé à ce moment-là, quoi. c'est ça. Et à l'époque, j'avais rencontré, enfin, je rencontrais quand même des gens sur les réseaux sociaux. Ouais, J'avais Twitter. Et je me suis fait une meilleure amie. Et là, pour le coup, c'était vachement percutant comme moment parce que j'avais rencontré une fille avec qui on échangeait beaucoup sur les réseaux. Elle était de Toulouse parce que, bah, entre-temps, comme ma mère a vu que ça marchait pas euh, à Caussade, parce qu'on a déménagé à Caussade, à côté de Montauban, et ben, elle a décidé qu'on retourne dans une ville un peu plus grande parce qu'elle savait que j'allais peut-être y trouver mon épanouissement personnel du fait qu'il y ait plus de choses à voir, de gens à rencontrer, et que, bah, en soi, initialement, c'était là où on devait déménager, c'est juste qu'on n'avait pas trouvé de logement et qu'on avait, du d'accord. coup, changé pour ce village.
Et donc, on est parti sur Toulouse. Et à Toulouse, bah, j'ai rencontré cette jeune fille. Et en fait, sans me rendre compte, parce que moi, j'avais pas identifié que j'étais anorexique encore à ce moment-là. Juste, je supprimais quelques repas par-ci, par-là. J'allégeais tu vois, des gros repas en sauce. Bah, au lieu de mettre de la sauce, je mettais soit rien. C'était juste des pâtes brutes avec de blanc de poulet cuit à l'eau. Mais c'était... enfin, je me rendais pas compte que c'était de la restriction. Parce que, en soi, dans notre ère actuelle, et même à l'époque, bah, quand tu manges comme ça, les gens vont simplement te dire, ah, bah, tu réduis un peu les quantités, mais c'est pas très alarmant. Oui. On va pas trop se soucier de toi quand tu commences à entamer un régime ou quelque chose comme ça. Soit les gens déjà se font un peu moquer en mode, ah, est-ce que tu vas te tenir? Ouais, c'est ce genre de discours. Ou sinon, ah, bah, c'est bien, ou ça te va bien quand ça commence à avoir quelques résultats physiques. Ouais, parce que les gens, Ça te va. ils identifient la maladie en fait au physique et pas au comportement. Et la plupart des personnes qui ont des TCA, en fait, on le voit même pas parce qu'en fait, ça se voit même pas physiquement parce que la plupart des personnes qui ont des TCA vont avoir des périodes d'anorexie et de boulimie. Donc, en fin de C'est compte, ça. le poids de corps, il va fluctuer par exemple des fois de 10 ou 15 kilos selon les périodes. Et les gens vont même pas s'en apercevoir. C'est ça. C'est- Moi, j'ai fait de l'anorexie pure restrictive de mes 14 à 18. Et D'accord. après, j'ai fait de la boulimie de mes 18 à 21. D'accord. Et au niveau du coup de l'anorexie, du coup, j'imagine qu'il y a des jours où tu mangeais carrément pas. Je mangeais quasiment pas. Et justement, pour revenir à la rencontre que j'avais faite avec cette fille, Oui. on s'était donné rendez-vous bah, en plein centre, tu vois, on s'est baladé, tout ça. Et puis à un moment, elle avait envie d'un encas au McDo. Et je me rappelle qu'elle s'était pris un wrap au chèvre. Des petits wraps Ouais, ouais. passe-partout, comme ça. Et on s'était posé là-bas. Moi, j'avais rien pris parce que forcément, tu vois, dans ma tête, enfin, ça tombait sous le sens, tu vois. J'allais pas manger quelque chose comme ça. Et puis, ça me faisait même pas envie. Enfin, j'avais juste envie de rien, moi, si tu veux. Je me disais pas manger pour vivre, vivre pour manger. Juste, je me laissais, enfin, je laissais mon âme flotter et vivre des expériences, mais sans avoir ne serait-ce que l'envie de mettre une bouchée sur quelque chose. C'était pas inné, tu vois, chez moi. Et donc, on s'est retrouvés là-bas. Et puis, en fait, elle mange son truc. Et d'un coup, elle le tend vers moi comme n'importe qui le ferait, tu vois, en mode, bah tiens, tu veux un bout. Et je me rappelle à ce moment-là, et vraiment, c'est effroyable, en fait, parce que je la regarde, comme je te regarde là. À ce moment-là, il se passe comme si le monde s'était arrêté de tourner, que les gens autour de nous, bah, d'un coup, s'étaient réduits sous silence. Et j'entends juste une voix dans mon oreille gauche. Et vraiment, j'ai des frissons quand je t'en parle, parce que c'est comme si enfin, ça s'était passé hier. Et à ce moment-là, je lui dis juste non à mon ami. Et là, la voix me dit dans ma tête, mais c'est comme si c'était une voix qui semblait à la mienne, mais c'était pas moi. Et en gros, ça me disait clairement, tu vois, elle, elle est faible, mais toi, t'es forte. Donc à partir de maintenant, tu vas m'écouter et tu vas faire tout ce que je te dis. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais fait une dissociation de moi-même. Et c'est cette voix qui m'a drivé tout le long jusqu'à arriver à mon plus bas. Ouais, donc en fait, tu avais J'étais dictée essentiellement par cette voix. ouais, un petit peu finalement comme si tu avais une deuxième personnalité qui prenait le dessus sur toi quand c'était une question de nourriture en fait. Tout le temps. Question de nourriture ou même de dépenses, parce que j'en suis aussi arrivée à un stade où chez moi, je faisais des allers-retours dans un petit couloir, tu vois. C'était vraiment une rétiti, hein. Ouais. On faisait entre, je sais pas, ta porte de bureau à ta fenêtre, tu vois. Et je faisais 60 000 pas dans Juste ce comme ça. couloir, toute la journée. Parce qu'il fallait. Enfin, j'ai pas démarré 60 000, mais tu vois, au début, c'était 10 000. Et puis de 10 000, c'était à 15. Et puis, tu vois, la voix qui te dit, tu peux faire plus. Demain, tu feras plus. Et encore plus. Et toujours sans t'alimenter, tu vois. Ouais, en fait, tu étais devenu l'esclave d'une voix dans ta tête, quoi. C'est ça. Et pour moi, ça voulait mon bien, cette voix. Parce que je me suis dit, quelqu'un qui me fait confiance pour croire en moi et mes capacités, parce que du coup, à ce moment-là, je me dis, mais j'ai les capacités de faire tout ce qu'elle me dit, donc je vais le faire. Et donc, c'est là que ça crée un cercle hyper toxique. Et moi, c'était mon seul référent à ce moment-là. Ma mère qui pouvait communiquer avec moi et me dire que j'étais malade, que je n'allais pas bien, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, bah, ça rentrait par un oreille, ça sortait par l'autre. Parce que Et, pour moi, c'était plus devenu mon référent. et qu'est-ce qui a du coup transitionné cette voix à maintenant je fais de la boulimie? En fait, je me rappelle un jour où, pareil, je marchais. Je faisais mes journées, c'était réduit qu'à ça.
Et bien sûr, entre-temps, bah, j'ai perdu tout mon entourage, même les gens que j'avais pu plus ou moins rencontrer via Twitter, les réseaux à cette période-là pour Tu t'es isolé échanger avec eux. et en plus avec la fatigue, t'avais plus l'énergie de leur parler aussi, j'imagine. Bah, j'avais non seulement pas l'énergie, puis la voix m'avait interdit aussi de communiquer avec le monde extérieur. Et puis les gens ont peur, Ouais. tout simplement. Mais les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Et puis, enfin, en soi, maintenant, ils écoutent quoi que t'as pas envie d'être amené avec quelqu'un qui est malade. Et encore plus quand c'est une maladie mentale que toi-même, tu peux pas identifier. Bah, ça revient à, on va dire, à restreindre son environnement pour le meilleur pour soi-même. Malheureusement, c'est un peu égoïste, mais c'est ce qu'on avait discuté auparavant, que l'environnement est super important et que lorsqu'on a des personnes qui sont néfastes, eh ben, ou qu'on a peur qu'ils nous emmènent dans quelque chose de néfaste, on s'en sépare et malheureusement, c'est comme ça que l'humain est fait. La personne, généralement, il préfère s'en séparer, quoi. C'est ça. Et justement, moi, à cette époque-là, j'avais l'impression que ces gens-là, qui peut-être de temps en temps voulaient mon bien, ben, en fait, ils étaient néfastes pour moi parce qu'ils, justement, ils voulaient que je fasse tout le contraire de ce pourquoi je m'étais lancée avec cette voie. Parce que moi, j'avais un objectif. Sauf qu'à cette époque-là, je ne savais pas que l'objectif, c'était la mort. Puisque l'anorexie, c'est un suicide lent. Et je pense que j'étais tellement dans une souffrance où je n'arrivais pas à me supprimer de manière radicale et rapide, bah, c'était le meilleur moyen, en fait, sans m'en rendre compte que je me dirigeais vers la mort, que pour moi, il y avait une forme de douceur et de reconnaissance avec cette voie-là. Ouais, parce que du coup, tu étais isolé, tu étais qu'avec cette personne et Mm. on va dire que c'est un peu genre un pervers narcissique qui contrôle absolument tout. C'est ça. Moi, je l'appelle c'était mon spectre. Même, tu vois, à l'heure actuelle, il est toujours là. Je sais qu'elle sera toujours là et que c'est, entre guillemets, une forme de. Enfin, ça sera mon tendon d'Achille, tu vois, toute ma vie. Et que, bah, tu sais, pour moi, il zone quelque part là dans la pièce. Demain, je peux aller dans je ne sais quelle ville, ça sera toujours là en fond. Mais dans le fond, tu vois, en arrière-plan. Parce que aujourd'hui, j'ai érigé de telles bâtisses autour de moi que c'est impénétrable. Ouais. Elle ne pourra plus jamais m'atteindre. Mais j'ai pris conscience que ça serait toujours là. Et que je reste quelqu'un de vulnérable. Mais au-delà de cette vulnérabilité que j'ai identifiée, et que maintenant j'ai l'entourage nécessaire pour comprendre les anomalies qui peuvent potentiellement subvenir, et bien, je ferai en sorte que ça ne se produise pas. Et puis même, enfin, je me sens tellement forte aujourd'hui que c'est plus possible. Mais effectivement, oui, c'est un spectre qui à la fois, je pense, m'a fait du bien. Si je parle en tant qu'esprit malade, Oui. hein, typiquement, hein, mais bien sûr que ça m'a pas fait du bien. Mais là, moi, en étant malade, c'était une vraie source de réconfort et un appui considérable. Oui, parce que du coup, c'était la seule personne, on va dire, avec qui tu étais en contact, même si c'est pas un contact réel. Ça, C'est la c'est seule ça. personne avec qui tu avais un vrai contact et une amitié, on va dire. Et qui te faisait confiance. Alors, si jamais on n'avait pas fait confiance auparavant pour je ne sais quelle raison, bah là, tu avais enfin quelqu'un qui te faisait confiance et qui, pour toi, à ce moment-là, te tirait vers le haut à ce moment-là. C'est ça. Ouais, mais c'était vraiment cette sensation de planer et d'accomplir toutes les choses les plus inimaginables possibles. Tu vois, moi, je me sentais un surhomme. Je me sentais au-dessus des autres. Mais clairement, je me sentais tellement, même je pense, imbue de moi-même, parce que j'arrivais à ne pas manger, j'arrivais à faire tant de pas, j'arrivais à être au-dessus de la norme, que vraiment, ça te crée une forme d'ego. Mais j'étais quelqu'un de vachement égocentré. Même des fois, quand je regardais les gens, j'étais vachement dans le jugement parce que je disais, mais moi, je suis capable de ça et pas eux. Bah, au final, quand tu compares un petit peu du coup l'anorexie, ça se compare aussi à une préparation en bodybuilding pour certaines personnes. Parce que Oui, ça reproduit un petit peu les mimiques que certains ont à juger les personnes qui ne font pas de bodybuilding parce qu'ils sont faibles. ouais, Cette restriction, ce renfermement sur soi-même. Alors je dis pas que c'est aussi néfaste, mais dans certains cas de figure, il y a beaucoup de personnes avec de l'anorexie qui se renferment dans le bodybuilding parce que ils sont finalement fantasillardes dans leur manière de voir les choses. parce que aussi, finalement, ça peut en fait justifier leur anorexie en faisant des prépas. Et on voit chez les femmes qu'ils enchaînent les prépas et qui sont jamais en off-season, qui sont jamais en phase Mhm. de repos, et que ça fait 5 ans qu'elles enchaînent les compétitions. En fin de compte, bah, c'est plus de l'anorexie que du bodybuilding à la fin. C'est ça. C'est ça, mais c'est dissimulé. C'est pour ça que le sport est aussi pernicieux à cause de ça et qu'il faut savoir avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais beaucoup de gens sont quoi dans le déni aujourd'hui. Je pense Et que beaucoup elles sont dans le déni
ils cachent ça par le bodybuilding. Ils n'ont pas vraiment une passion pour le bodybuilding, mais ils ont juste leur maladie qui prend le dessus et qui a trouvé ce moyen de se cacher. C'est ça. Et tu vois, la période où j'avais fait ma phase de boulimie, c'est que en faisant tous ces pas-là que j'enchaînais, à un moment, je me rappelle que ma mère, elle avait fait un gâteau pour elle, qu'elle avait laissé sur la table. Et là, je pense qu'en fait, c'était au-dessus de moi. Enfin, même, il n'y avait même plus de contrôle à ce moment-là, ni de voix, ni quoi que ce soit. C'était l'instinct de survie. C'est-à-dire, j'ai pris, j'ai mangé. Ouais, t'avais besoin de calories vite là. J'avais, à ce moment-là, en plus, enfin, je faisais tellement de dépenses en marchant tout le temps que juste j'ai vu ça sur la table et vraiment, c'était, je pense, cérébral où là, c'était en mode, tu vois, il faut le manger, comme ça. Et à partir du moment où j'ai mangé ça, là, c'était parti. Ouais, C'est-à-dire ça a été dès que je mange, je l'enclencheur. mange ce que je mange, que j'emmagasine tout, 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 tout. Et là, par contre, ça a été vraiment. La nourricie, c'était l'enfer. Mais là, c'était une autre forme d'enfer que je souhaite à personne. La boulimie, c'est vraiment, je trouve, un fléau. Et moi, pour le coup, c'était boulimie vomitive, donc purgatoire systématique à chaque fois. Et je pouvais faire jusqu'à 7 à 8 crises par jour. Ouais. En cumulant, et pas toujours, parce que forcément, Bah, en gros, si tu veux, il fallait j'avais dépenser. j'avais mon rythme bien rodé. C'est-à-dire que je me levais le matin, je pouvais préparer, je savais que j'allais faire une crise parce que c'était dès le matin, il fallait que je fasse, que je mange, tu vois. Oui, Donc, je- t'avais ta voix dans ta tête qui disait aujourd'hui c'est une crise. Ouais, Donc là maintenant tu vas marcher, tu vas faire les courses et tu vas bouffer. c'est ça. Et j'étais aussi devenue kleptomane. Parce que forcément, bah, faut la payer toute cette bouffe. Et ma mère, elle pouvait pas suivre. Parce qu'au bout d'un moment, ma mère, elle avait même été complice de ça parce qu'elle savait ce que je faisais. Mais je pense qu'elle était elle-même dans le déni et qu'elle voulait pas voir ni reconnaître ce que j'étais en train de faire, que c'était pas bon. Parce que je pense que c'était trop difficile pour elle. Enfin, sans parler à son nom, tu vois, mais je pense que c'était beaucoup trop Elle devait se complexe. sentir impuissante en fait. Elle pouvait pas t'aider, elle savait pas comment faire. C'est ça. Et puis même, j'étais tellement vénéneuse et méchante qu'elle voulait pas prendre le risque d'intercepter la moindre de mes crises parce que sinon, je pouvais vraiment être démoniaque. Mais j'étais possédée, tu vois. C'était pas possible de ne serait-ce même me cacher un paquet de céréales. Je vais te retourner la maison. Ouais. Et juste, elle me laissait faire. Et puis, bah voilà, j'étais devenue kleptomane. Donc, je me levais. J'allais avec mon petit chariot. Bah, tu sais, en plus, tu as plusieurs plus d'étages dans les petits chariots en roulette. Donc, je cachais des trucs dedans. Et puis, je payais peut-être, je sais pas, je payais peut-être pour 15 euros. Alors qu'en vrai, je sortais peut-être 120 euros de bouffe, tu vois. Sauf que cette bouffe-là, bah, elle allait me servir pour peut-être 2 crises dans la journée. Et après, c'était rebelote. Donc, je rentrais. Je me préparais plus ou moins ce que j'avais en tête pour manger. En général, c'était toujours la même chose d'ailleurs. Et j'avais aussi des grosses boissons, de soda, du Coca zéro, des trucs comme Oui, ça pendant mes gazeux. crises parce que bah, ça passait mieux, bien sûr. Et donc je me disais, ok, là, je sais pas, il est 13h. Donc là, je mettais un chrono. Je me pesais avant pour voir combien je faisais. Une fois que j'avais mis le chrono, je mangeais. Entre chaque fois que je mangeais, je buvais du soda. Je mangeais, je buvais du soda. Et puis une fois que j'étais pleine, je me repesais. Je croyais que j'avais pris peut-être en une demi-heure 6 kilos. Et je sais ce que tu faisais. T'allais vomir jusqu'à ce que tu retournes au même poids qu'avant. C'est ça. Et c'était jusqu'à la bile, hein. Et je faisais ça, et puis après j'allais me coucher. Mais en fait, dis-toi que ce moment où où j'atteignais pour moi une forme de nirvana jusqu'à la bile, je planais pendant 20 secondes, tellement je me sentais bien. Après, j'allais dormir une petite heure, et on recommence. Et on recommence. Et c'était ça non-stop. Et ça, c'était des journées. Des fois, ça pouvait, j'imagine, être 2 ou 3 jours de suite comme ça. Après, tu faisais plus pendant 2 ou 3 jours et après, ça recommençait. C'est ça. Et les jours où je ne les faisais plus, je marchais. Oui, Je vivais beaucoup. pour compenser. Oui, je marchais, ouais, pour compenser. Et c'est là où j'ai perdu le plus de poids, je crois. Et à cette période-là, enfin, je pense que la boulimie aussi, ça arrivait à un moment important dans ma construction de femme. Parce que, si tu veux, pareil, dans le parcours de mon histoire, j'ai via les réseaux sociaux, encore une fois, j'avais rencontré cette amie avec qui, la toute première fois, la voix s'est manifestée. Ouais. Et après ça, j'avais rencontré le premier garçon où j'étais tombée amoureuse. Parce qu'on pareil, on parlait sur Twitter, et puis après, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Et puis, je passais beaucoup de temps chez lui, mais encore une fois, j'étais malade. Et je pense que lui-même s'en était rendu compte parce que j'ai appris par la suite que c'était un prédateur. Et je pense qu'il s'en rendait compte que j'étais malade parce que, en y repensant, il y a eu plein de choses qui font que dans son comportement, il avait l'incendant sur moi. Sauf que moi, je ne me rendais pas spécialement compte puisque j'étais plutôt connectée avec mon esprit malade
Et le fait que, mais j'ai quand même 18 ans, il faut quand même que je rencontre un garçon, tu vois, que je passe du temps avec un garçon, que j'ai une expérience. Donc, je sais pas vraiment si j'étais amoureuse de lui, mais juste, j'avais envie de vivre quelque chose de différent et Ouais. d'expérimenter ça, tu vois, en tant que jeune femme. Et vivre une vie, on va dire, normale comme toutes les filles de ton Normal, âge. c'est ça. Il y a eu enfin, je pense que la boulimie est arrivée peu de temps après, quelques semaines après ça, où il y a eu un soir où, en gros, je dormais et puis, il a fait ce qu'il aurait jamais dû faire pendant mon sommeil. Et après, enfin, quand je me suis levée le lendemain matin, Tiffany, c'était ça, mais tout le reste, il fallait gommer, mais très rapidement. Ouais. Et je pense que l'aspect, enfin, je pense que l'aspect boulimie, il est arrivé peu de temps après parce que il fallait que je mange ces émotions que j'avais réfrénées aussi. Et le fait qu'il se soit passé ça, ça a été la goutte de trop. Donc je me suis dit, bon, c'est le fameux foutu pour foutu, tu vois, il faut manger. Mais bon, après, il y avait toujours la maladie anorexie qui était là. Donc il faut que je me purge parce que je méritais pas de m'alimenter. Donc à côté de ça, il fallait compenser en purgeant. Et puis tu vois, c'était le cercle pernicieux de se punir, de manger ses émotions, de se punir, de manger ses émotions, de dire ah, je l'ai peut-être mérité parce que finalement je suis qu'une merde. Donc, foutu pour foutu, je recommence et je recommence et je recommence. Et c'est Et en gros, moi, ça a été vraiment le centre de ma vie. ouais, C'est ça. c'était l'élément déclencheur de tout ça. Et après, c'est. Ouais, Et tu vois, ce qui est fou, c'est que maintenant, ce mec, ce garçon, je peux pas appeler ça un homme, parce que pour moi, c'est même plus un homme, mais il est revenu peu de temps après, quand j'ai partagé mon parcours sur les réseaux sociaux, il m'a retrouvé, il m'a félicité, tout ça, mais j'ai même pas eu le courage de lui dire, c'est possible dans cette histoire d'arnaqueur. En tout cas, ça a été ma pierre angulaire qui m'a détruite. Je Ouais. pense que c'était la seule part qui me restait de bonté envers moi-même, c'était justement ce qui m'appartenait, tu vois, mon intimité, Ouais, on te l'a pris sans ton accord, en fait. Enfin, c'est ça, tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, finalement, c'est la vie qui m'est destinée. C'est en fait ne pas arriver à légitimer pourquoi je suis sur cette terre. Et au-delà de ça, en fait, je peux être l'objet de n'importe qui, n'importe quand. ouais, donc, suite à ça, du coup, tu t'es juste encore plus autodétruite, encore et encore. Parce que bah, quand on connaît que ça, en fait, finalement, un petit peu la destruction et le mal, bah, on connaît que ça. Donc, en fait, il n'y a que ça qui nous fait nous sentir vivants. Parce qu'en fin de compte, la douleur nous fait nous sentir vivants. Parce que. Ouais, c'est les schémas répétitifs, en fait. Et c'est pour ça que, on y viendra tout à l'heure, mais quand j'ai rencontré Samuel, pour moi, ça paraissait impossible de vivre ça. De vivre une relation saine et normale et simplement de ressentir le bonheur tous les jours. Pour moi, il y avait des moments où des fois, il fallait qu'il y ait une petite friction parce que j'avais connu que ça. Ouais, tu trouvais pas ça normal que tout se passe bien, en fait, pour une fois. Ah, c'est ça. Et du coup, donc, bah, on va en parler directement. La rencontre avec Sam, du coup, j'imagine sur les réseaux aussi, vu que Ouais, t'étais. sur Instagram, parce que entre-temps, j'avais quand même pas mal alimenté mon compte. Je commençais à partager davantage de mon parcours. Je me sentais plus confiante avec ça aussi, parce que ça met du temps avant que je partage les avant-après, que j'ai pas peur du regard des autres, du jugement. Que je me sente aussi, encore une fois, c'est une question de légitimité, hein, mais de me dire est-ce que là, ça vaut le coup que je partage un avant-après? Est-ce qu'on voit qu'il y a un vrai changement? Parce qu'en soi, peut-être physiquement, ça se voit, mais mentalement, est-ce que moi, vraiment, je suis sortie de tout ça? Tu vois, c'est surtout ça le plus important. Et en fait, ma rencontre avec Samuel, c'est marrant parce que il avait mis une photo à l'époque où il a gagné sa carte pro à UK, à WNBF, et son papa. Tu vois son papa qui le tient par le bras comme ça. Ouais. Et ils pleurent tous les deux, mais vraiment en sanglots. Enfin, la photo, elle est magnifique. Et j'ai vu cette photo. Et en fait, je lui ai simplement répondu en story où je lui ai d'abord félicité pour l'obtention de sa carte pro. Et après, je lui ai dit, écoute, aussi, je suis vachement émue parce que moi, j'aurais jamais la chance que mon papa il brandisse mon bras de cette manière en étant aussi fier. Donc, profite de cette chance et encore une fois, félicitations, quelque chose comme ça. En gros, je lui ai expliqué que mon papa, il n'était plus là et que moi, j'aurais jamais la chance de connaître cette immense fierté sur le visage d'un père. Donc ça m'avait ému en fait. Et je sais pas pourquoi, enfin, j'en avais jamais parlé à qui que ce soit, j'en avais jamais parlé sur les réseaux.
Enfin, sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi une telle profession? Et je sais pas si ça m'est venu tout naturellement. Et on en avait reparlé un peu plus tard où il m'avait dit ce jour-là, je savais pas si je devais te dire merci ou je suis désolée. Ouais, Donc, euh, c'est donc ouais, délicat. c'était un peu bizarre comme approche. C'est pas les approches communes où en général, les gens ils se toisent, ils se draguent, ils envoient des petits emojis, feu, flamme, tout ça. Donc pour moi, c'était pas du tout dans cette optique-là. Et puis il y avait même pas une démarque de séduction à la base, pas du tout. Et en fait, en partant de là, bah, lui, il a commencé à commenter davantage mes photos, mon parcours. Et puis, du jour au lendemain, il m'a dit, parce que lui, il était de Limoges et moi de Toulouse, il m'a demandé, on peut se voir ce week-end. Sauf que bah, moi, j'étais pas du tout prête ni réceptive à rencontrer quelqu'un. Puis moi, je pensais surtout qu'il devait, je sais pas, faire un entraînement avec un gym bro sur Toulouse et pas venir pour me voir moi. Parce que quel serait l'intérêt de faire un déplacement pour venir me voir moi? Ouais. C'est-à-dire que j'avais encore très peu d'estime de moi, hein. Parce qu'à ce moment-là, tu étais encore dans l'anorexie et la boulimie, tu n'étais pas encore sorti totalement de ça. On va dire que j'étais sortie de la boulimie, mais j'avais toujours, parce qu'entre-temps, j'avais découvert quand même la muscu, je m'étais réalimentée, j'avais été suivie par deux coachs que j'ai rencontrés qui tenaient une boutique de compléments alimentaires à Toulouse. Donc, j'ai quand même eu pas mal d'éducation sur la musculation quand on s'est rencontrés, donc je ne me serais pas permise, en tout cas, d'aller à sa rencontre le moment venu si je sentais que moi-même, j'étais pas sur la voie de la guérison et sur une voie positive de guérison, tu vois. Je me serais jamais permise de laisser entrer quelqu'un dans ma vie qui me veut du bien, en tout cas, j'estime qu'il me donnait du bien, pour justement, moi, être quelqu'un de néfaste et d'ultra négative et de lui apporter des choses négatives. J'avais quand même cette notion-là vis-à-vis des autres pour pas être un impact négatif dans la vie de quelqu'un, puisque bah, moi j'avais tellement connu ça que je voulais pas être cette même personne qui soit un point noir dans la vie de quelqu'un. Ouais. Et du coup, c'est fait la rencontre, du coup, j'imagine, sur Toulouse. Ouais, sur Toulouse. Et puis bah, après, on s'est vu toute la journée. Puis après, moi je suis venue un week-end à Limoges. Et puis après, lui est revenu à Toulouse. Et on est parti en Grèce dans les premiers mois de relation. Et puis après, bah, en fait, c'est jamais resté. Et du coup, tu as emménagé avec lui rapidement après tout ça. J'ai emménagé avec lui pendant qu'il se préparait pour son premier pro show en Allemagne en 2022. Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais encore plein d'allers-retours à Limoges. Et comme c'était la première fois que je vivais une prépa avec quelqu'un, en tout cas que je soutenais quelqu'un en prépa et diffusée, bah, on était ensemble. Et que lui se préparer pour son premier perso, donc il y avait quand même une forme de stress. Et c'était à l'époque, c'était son papa qui le préparait, etc. Bah, j'avais envie d'être là pour lui, de lui faire ses repas, d'être une aidante, de le soutenir. Et en fait, à chaque fois que je revenais sur Toulouse, bah, mon cœur et ma tête étaient toujours à Limoges. Et je voyais que bah, j'avais plus rien à faire à Toulouse. Et puis Toulouse, c'était pour moi une source de trop de souvenirs Ouais, néfaste. corrosifs. Ouais, c'était trop corrosif. Et puis je me suis simplement dit qu'en fait, il y a une nouvelle vie qui m'attendait quelque part et qu'il fallait que je la saisisse assez rapidement. Ok. Donc là, du coup, tu l'as accompagné pour son premier pro show en Allemagne, j'imagine. Et là, du coup, est venu encore plus l'amour pour le bodybuilding. Après, tu as voulu faire une prépa. C'est ça. Bah, en fait, il m'avait dit le jour, parce que avant que ma toute première compétition que j'ai vue, c'était en tant que spectatrice à l'Heroes Cup en 2022, bah, juste avant qu'il parte en Allemagne, parce Ouais. qu'il était venu en guest. Et il m'avait dit, tu verras, tu vas voir la scène, tu vas voir les gens, tu vas voir le posing, tu vas voir l'ambiance, tout. Tu vas tomber amoureuse et tu vas vouloir faire une prépa. Quand tu vas encore plus vouloir t'immiscer dans ce milieu et le vivre à 200% pour tout ce que ça implique. Donc, je me suis dit, ok, on verra. Tu vois, j'avais pas trop de certitude. Juste, je voulais passer un bon moment et profiter. Et en fait, bah, il a eu raison sur toute la ligne parce qu'on a vu ce show et puis je me suis dit, mais waouh, mais c'est incroyable. En plus, à l'époque, c'était pas l'Heroes Cup qu'on connaît avec tout l'engouement qu'il y a aujourd'hui. C'était encore plus petit, il y avait un peu moins de monde. Mais déjà, à cette époque-là, ça t'en mettait plein les yeux, tu vois. Bah, je pense que entrevoir le bodybuilding sur les réseaux, les prépas des gens, les vidéos sur YouTube, et vraiment être vraiment dans la scène, tu vois ce que je veux dire, dans le théâtre, le fait de voir ça, de ressentir les émotions, en plus si jamais tu vas en backstage et que tu ressens vraiment l'émotion en backstage avant qu'il monte sur scène et tout, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut que t'animer et te donner envie de faire une prépa Ouais. ou en tout cas de rester dans ce milieu parce que c'est une atmosphère, je pense, que tu trouveras nulle part ailleurs en fait. Tu sais, ces émotions de fierté, que ce soit de l'athlète, du coach ou des proches,
lorsque la personne monte sur scène ou même en backstage, lorsque la personne redescend et revient et qu'elle a gagné une pro card par exemple. Moi, Ça. pour avoir vécu ça du coup avec une athlète qui a gagné une pro card, c'est vrai que c'est un sentiment qui est unique. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est unique et je pense que ça peut que t'animer pour la suite et te donner envie de monter sur scène ou de coacher encore plus ou peu importe Ouais, les surtout objectifs. que pendant cette compétition-là, on avait accompagné une team de l'Iron Gym, parce que bah, Iron Gym, il y avait pas mal d'athlètes chaque année qui souhaitaient concourir en France. Et moi, j'accompagnais une fille qui était en figure, justement, qui avait fait figure et fit body. Et comme c'était une petite jeune de 18 ans, tu vois, je l'avais pas mal aidée sur sa coiffure, parce qu'on partageait le même Airbnb lors de la toute première compétition. C'était sa première aussi à elle. Donc, je lui avais aidé pour sa coiffure, pour mettre son bikini. Bah, nous, les filles, malheureusement, pour uriner, il nous faut une petite urinette Ouais, aux toilettes. Bah, je l'avais aidé aussi avec son maillot de bain, parce qu'une fois qu'on a le tan et que le bikini est mis en place, bah, c'est compliqué d'aller faire pipi. Donc, je l'ai aidé aussi vis-à-vis de ça. Enfin, j'étais vraiment au petit soin. Et en fait, de vivre ça même en tant qu'aidant, je trouve ça tellement magique que je me suis dit, OK, bah, cette fois-ci, enfin, la fois prochaine, pour le coup, j'adorais que ça m'arrive, mais ça n'a pas été vraiment l'unique chose pour laquelle j'ai souhaité concourir, même pas du tout d'ailleurs. C'est surtout moi, comme je te le disais, où en apparence j'avais l'air d'être guérie, ouais. je me demandais si mentalement j'avais l'étoffe et j'étais capable d'aller au bout d'une prépa. Et surtout, moi, ce qui était le plus important à l'époque, c'était le devoir d'honnêteté sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais beau écrire de très beaux textes comme quoi on était sorti de tout ça et que l'anorexie, c'était loin derrière moi. Ouais. Comment je pouvais être sûre que c'était vrai? Parce que l'anorexie, bah, comme tu l'as dit, j'étais kleptomane, j'étais mythomane, puisque c'est la maladie du mensonge. Donc, quand les gens te disent que tu es malade, bah, tu affirmes que non. Enfin, tu inventes n'importe quel boulevard aussi pour dissimuler et cacher ton addiction, parce que ça restait une forme d'addiction. Donc, tu vois, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis honnête à 100% sur ce que je partage? Et moi, c'était vraiment ça mon problème et que je n'étais pas sûre. Et tu vois, ce manque de sûreté, alors que moi, j'ai envie d'être, tu vois, j'ai envie d'être quelqu'un qui, dans ce que je prodigue et ce que je partage envers les autres, j'ai envie que ce soit aussi limpide que de l'eau de roche, tu vois. J'ai envie que, que rien ne soit travesti et que tout soit honnête. Et vis-à-vis de cette envie-là, il fallait que je me mette dans un contexte. Alors peut-être on me tire une balle dans le pied, hein, parce que j'étais pas sûre que j'étais guérie. Mais il fallait que je me mette dans un contexte de difficulté pour être sûre que je sois guérie. Et en fait, la prépa, pour moi, ça tombait sous le sens. Et c'était le meilleur moyen pour être sûre que c'était loin derrière moi et que ça faisait partie de mon passé. Ok. Et pendant la prépa, du coup, à aucun moment, même pendant les jours très bas en calories, tu t'es dit, c'est quand même bien de pas beaucoup manger, c'était bien avant, ce genre d'anciennes pensées, tu vois. Et bien alors, non, je m'avais surtout peur de ne pas être prête, parce qu'en plus, et là, je trouve que c'est un sujet intéressant dans le sens où, quand tu es sur les réseaux sociaux, que tu fais une prépa, tu as autant des gens issus du body qui te suivent, et tu as aussi des gens issus de la musculation qui te suivent. Ouais. Et les gens issus de la musculation, la plupart du temps, quand tu vas partager ta progression en prépa, bah, ils vont encenser ta transfert, encenser le fait que tu es un peu séché, etc. Et en fait, je trouve que cet engouement-là, il est ultra positif venant des gens, mais à la fois il est un peu néfaste parce que à lire ou entendre ces gens-là, bah, tu peux prétendre à quelque chose. Tu peux prétendre à un classement, tu peux prétendre à avoir une carte pro, ou alors si on arrive au résultat final, bah non, toi tu aurais pu se mériter qu'elle, etc. Mais en fait, vous êtes qui? Parce que moi, je sais que ça a été ultra mauvais, même si c'était des commentaires négatifs, quand on m'a souvent dit oh, mais tu vas être la première, oh, mais tu vas être ci, tu vas être ça. Sauf qu'en fait, c'est dans une période de fragilité mentale telle que tu te remets tout le temps en question parce que tu sais jamais si tu vas être prête, si tu vas être assez sèche, si tu vas correspondre aux critères. Surtout pour une première compétition. Surtout la première compétition, si tu vas, je sais pas, pas trébucher en faisant ton posing, si tu vas enfin, si tu vas avoir confiance en toi, si tu vas pas avoir une douille dans les backstage, tu vois, enfin, il y a plein de facteurs qui font que déjà tu anticipes quelque chose, un stress futur. Même si y en a, ils ne stressent pas, et ça, franchement, bravo. Mais en général, tu anticipes quelque chose. Et en fait, tu as ces gens-là qui te. Même si c'est une démarche positive, mais tout le monde écrit dans les commentaires oui, tu vas faire quelque chose, tu vas faire un classement, tu vas être la meilleure, tu vas être. Tu vas arriver première, ou elle mérite. Enfin, toi, tu mérites plus qu'elle, etc. Et en fait, ça crée
ok, un esprit compétitif, mais je trouve hyper négatif parce que du coup, je te conditionne à arriver première via les commentaires de ces gens-là, mais qui font pas partie du milieu. Et du coup, tu n'arrives plus à dissocier ce qui est vrai et ce qui est faux, ou vraiment les critères qu'on attend de toi dans ce sport, parce que c'est un sport à part entière, tu vois. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'entre paraître bien sur les réseaux sociaux, dans une salle de sport avec un pump, ou comparé à des gens qui sont lambda, bah, c'est totalement différent que paraître bien sur scène avec une grosse lumière, un pump, une peak week et un body fat vraiment bas. Et les gens Mm. qui sont, on va dire, juste passionnés de musculation se rendent pas compte que entre être sec et être prêt, généralement, pour la plupart des gens, il y a entre 8 et 12 kilos. C'est juste C'est ça. énorme. Les gens s'imaginent pas qu'entre être sec et être écorché, il y a encore souvent entre 8 et 12 semaines de sèche ou 8-12 kilos. C'est un autre monde en fait. Et tu vois, moi, j'étais vachement frustrée parce que j'ai fait 15 semaines de sèche. Mais en plus de ça, bah, j'ai jamais transgressé la sèche. Plus on baissait les calories, puis en plus on jouait sur plein de facteurs parce que c'était Samuel qui m'avait préparé pendant un premier temps. Et après, c'était Rémi Mureux qui avait repris le relais parce que, en fait, on se demandait, mais mon corps, il voulait simplement pas coopérer, tu vois. Ouais. Et même si je partageais des photos, tout le monde m'envoyait des ondes ultra positives, que même j'allais faire un putain de classement et tout. Et en fait, moi, j'étais tellement objective envers moi-même parce que, avec le temps et la passion, je sais ce qu'on attend d'une athlète, on va dire en top 3 tu vois. Même j'avais vu des compétitions avant, donc je savais que je correspondais pas du tout à un futur top 3 en tout cas pour cette compétition-là. Et c'était OK, mais du coup, ça me mettait dans une position trop malsaine parce que je voyais que les gens en attendaient Ouais, énormément ça de te mettait moi. la pression à cause des réseaux en fin de compte. C'est ça. En fait, les gens en attendaient énormément de moi et même imaginer une shape de moi qui, en fait, moi, j'avais la réalité en face et je me disais que bah, pas du tout. Et je m'étais mis une pression folle à cause de ça parce que je me suis dit, mais jamais je serai à la hauteur. Et c'était tout bête, hein, même vis-à-vis de Samuel, puisqu'il était pro dans cette fédération-là et que bah, il était quand même reconnu. Je me suis dit, mais ça va être la honte pour lui parce que j'arriverai pas à être suffisamment sèche. Et puis mon corps ne coopère pas parce que bah, entre-temps, entre le moment où je suis sortie de l'anorexie et de la boulimie et où j'ai commencé la muscu et j'ai juste fait peut-être 6 mois de body pur. Et ça y est, je commence une prépa, mais j'avais pas du tout assez de tissu musculaire. J'avais pas de densité. J'arrivais pas à sécher en pensant que je serais écorchée comme toutes les filles qu'on voit à l'année sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça m'avait créé vraiment une forme de stress en continu où je savais que je serais pas à la hauteur. Et c'est là que vraiment mon mental, il m'a dit, OK, Tiffany, tu débloques. On n'a pas fait ça dans le but d'être compétitif. On a fait ça pour voir si t'es guéri, si t'es sorti de tes troubles. Et là, on parle pas juste de body, en fait. Donc c'est là que je me suis rappelé que je faisais pas ça pour un classement dans ce sport, mais je faisais ça pour moi. Oui, tu faisais ça en Et fait en transition pour ta nouvelle vie. C'était vraiment on va dire la porte du Valhalla, tu vois, la transition pour un monde meilleur. là, j'étais menée par les Valkyries et tout. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu peut-être bien 3 4 mois où j'étais mais dans des pensées continues et obsessionnelles de me dire je serai jamais à la hauteur. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils voient, c'est pas du tout bien. En fait, là, à X semaines, là, comment je suis, c'est pas du tout bien. C'est parce qu'on attend d'une athlète qui va monter sur scène dans X semaines. Et donc, du coup, bah, je pouvais pas contredire ces gens-là, leur dire, mais non, mais vous avez tout faux, parce qu'après, on va penser que je cherche à avoir nos commentaires Oui, positifs. et puis Non, t'aurais perdu l'énergie en plus pour rien. Et c'est ça. tu serais rentré dans Mm. des discussions avec des personnes qui n'y connaissent pas forcément quelque chose au bodybuilding pour rien aussi. Et surtout, la pression qu'on se met souvent, c'est qu'on prépare notre physique pour une première compétition, une deuxième, ou même peu importe, hein, avec des personnes qui font ça depuis des années, qui ont généralement des génétiques avantageuses en plus de ça, et qui n'ont pas vécu les mêmes choses que nous, on a vécu. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. La personne qui va monter sur scène avec le physique parfait n'a jamais vécu des périodes de boulimie, d'anorexie, donc son corps n'a pas été stressé comme le tien. Et lors d'une première compétition, on n'a jamais la même condition qu'après 2, 3, 4, 5 compétitions. Parce qu'il y a une couche de gras qui doit partir dans un premier temps, qui, si tu fais pas n'importe quoi en pocho, ne reviendra jamais, en quelque sorte. C'est ça. Et c'est vrai que ça a été hyper compliqué à mettre en place mentalement parce que moi, j'avais trop peur qu'on voit ça comme une forme d'irrespect envers ce sport. Parce que pour moi, ce sport, non seulement il m'a sauvé la vie, mais il m'a aussi inculqué tellement sur ma vision de moi-même que j'avais envie de lui rendre.
Mais justement, j'avais envie de lui rendre en étant la plus sèche possible, en étant celle qui ait travaillé le plus ardument, tu vois. Parce qu'en soi, j'avais tout fait comme il fallait. C'est juste que bah, c'était pas le moment, en tout cas d'un point de vue style, et que c'était la première. Et qu'en fait, vis-à-vis de la première, on se met beaucoup trop de pression. Et aussi, bah, comme je l'ai stipulé, vis-à-vis de l'expérience, les réseaux sociaux, nos antécédents qui plus est, bah, en fait, on n'a pas à s'auto-flageoler parce qu'on est chacun différent. Et encore une fois, c'était la première. Et c'est ça. Quand tu vois la première compétition de plein de compétiteurs, tu te rends compte que leur physique n'était pas si ouf que ça pour 90% des gens. Et aujourd'hui, on parle de personnes comme Nick Walker, qui est à Olympia, qui a un physique de fou furieux, qui avait une première compétition, il n'avait pas de conditions pratiquement. Et c'est pas le premier. Tu prends Arnold Schwarzenegger lui-même, sur ses premières compétitions, le mec n'est pas sec. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas non plus un des critères premiers, Parce que mais c'était pas le premier critère. Mais ce que je veux dire, c'est pour te montrer que tu peux commencer dans le bodybuilding et être passionné par ça, sans pour autant arriver à une condition de fou, parce que bah, il y a certains critères qui font, enfin certaines choses qui font que tu peux pas, ou que t'as pas pris assez le temps, ou que t'as pas fait assez de sèche auparavant. Et tu peux très bien arriver en fin de compte à un super résultat comparé à quelqu'un qui arrive et qui est super dès la première, mais qui en fait n'évolue jamais après. Mm. Donc c'est vraiment pour ça, il faut pas comparer sa journée avec une autre personne, mais vraiment uniquement à soi-même et chercher toujours à progresser encore et encore et encore. Et je pense que quand on est vraiment passionné par ça, ça peut que aller de façon dans le meilleur des sens. bon, moi, je sais que l'aspect nutritionnel, ça n'a jamais été un problème en prépa. Et même, tu vois, les cravings que j'avais en cours, c'était plus, moi, j'avais trop envie de brûler le pied. J'avais pas envie de trucs hyper salaces, d'un cookie géant qui dégueule et Ouais, tout. juste du saumon et de l'avocat. Mais vraiment, oui, j'avais envie de saumon, d'avocat, de peanuts, beaucoup de peanuts, de patates douces, enfin, tu sais, en fait, juste de variété déjà, d'une. Ouais, Parce que d'aliments bruts. moi, avec l'anorexie, enfin, la variété, je connaissais pas tant que ça. Enfin, j'avais du mal déjà à varier mes aliments parce que j'en avais peur de beaucoup pour la plupart, hein. Quand je me suis mise avec Sabrina au début, j'étais incapable de manger des pâtes. J'avais trop peur des pâtes et de plein d'autres petits aliments comme ça parce que bah, je m'étais dit, ok, j'ai mes aliments de sûreté et des aliments qui me font peur et j'avais tout catégorisé en bien ou mauvais, tu vois. Et là, vraiment, en fin de prépa, j'avais trop envie de juste varier, d'avoir du quinoa, tu sais, des choses dont je m'étais dit, ah non, ça c'est interdit, mais même encore avant et que c'est considéré comme des aliments bah, pas transformés, tu vois. Mais j'avais envie juste de retrouver une variété, des couleurs dans mon assiette, plein de saveurs qui popent sur le palais et Ouais. en bouche, tu vois. J'avais surtout envie de ça. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débordement après. C'est ce que j'ai demandé du coup dans ton pocho, il n'y a pas eu de débordement. Et on va dire juste la variété, d'être beaucoup plus flexible sur l'alimentation, ça t'a permis, on va dire, de limiter tous ces débordements qu'on peut avoir en pocho généralement, quoi. C'est ça. Et puis comme j'avais bien appris à me connaître aussi, parce que bah, les phases de prépa, c'est bien aussi pour s'introspecter intérieurement et anticiper les choses à venir. Donc j'avais dit à Rémi que moi je voulais pas faire comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire une reverse diet et augmenter progressivement les cales. Je lui ai dit, écoute, tu me laisses une semaine off en mode 100% intuitif et je le gère. Et en fait, à ce moment-là, je savais que c'était ce qui devait être fait. Que je Bah, pouvais me faire confiance et que j'allais très bien m'en sortir. généralement, quand t'as quelqu'un qui a énormément de self-control, c'est mieux de lui laisser quelques jours off en post-show et tu sais qu'il va pas manger n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il fait 5 fast-food par jour, ça va être compliqué. Mais quand tu as quelqu'un qui, on va dire, qui est conscient de la nutrition qu'il est supposé avoir et tout, le fait de lui laisser, on va dire, le off complet pendant une semaine et de se dire, ok, il va faire un brunch le matin, à midi, il va se manger un truc cuisiné lui-même, le soir, il va peut-être se faire un restaurant, mais il va pas partir sur une pizza tous les jours. Je pense que c'est beaucoup moins néfaste pour le long terme, pas forcément sur le court terme, c'est-à-dire pas forcément sur les 2, 3 premières semaines. Mais sur le long terme, je pense que c'est bien plus positif que de dire, ok, on fait un reverse, t'étais à 1200 calories, je te mets à 1500 et après je te mettrai à 1700, après 1000, 1008. Parce qu'en fin de compte, les personnes vont manger 1500 calories sur leur plan alimentaire la première semaine, mais ils vont bouffer tous les jours, allez, un cookie, une barre de céréales, un truc en plus. Et à la fin, le cookie, il fait 800 à 1000 calories, la barre de céréales 300. Et en fin de compte, toute leur journée, en fait, elles sont à 3 4 000 calories.
Alors, si tu Ouais, veux, puis ça crée quand même des frustrations, je pense. et ça crée des frustrations parce qu'en fait, c'est des aliments qui sont très peu, on va dire, volumineux en termes de volume alimentaire, mais énormément en termes de calories. Donc finalement, ils vont manger très peu, ils vont quand même être frustrés, et ils vont arriver en fait à la fin, ils vont être gras, généralement en 3 4 semaines, et ils vont se dire, mais en fait, j'ai j'ai tout foutu en l'air, et en plus de ça, j'ai encore faim. Mm. Alors que si, par exemple, tu leur laisses une semaine, ou même que si jamais ils veulent un plan alimentaire, tu les mets directement en phase de maintenance calorique, et ben là, ils vont se régénérer bien plus rapidement en termes de fatigue, donc ils vont baisser leur fatigue de fou rapidement. Et en plus de ça, il y a, sur le long terme, au bout de 4 à 6 semaines, leur poids de corps, il sera probablement plus bas si tu les mets en maintenance calorique que si tu leur fais une réverse où ils n'arrivent pas de la tenir. Ouais, là, c'est vrai. Hein. Alors c'est sûr que sur la première semaine, deuxième semaine, c'est mieux de faire une réverse parce que physiquement, tu seras mieux. Mais sur le long terme, en post-show, je suis plus pour la maintenance directement pour pouvoir virer la fatigue et directement après transitionner sur un fusion qualitatif et vraiment enlever ce foot focus qu'on n'a généralement pas parce qu'on a été restreint. C'est exactement ça, ouais. Parce que je sais que moi, j'ai beaucoup d'athlètes qui me contactent, enfin, les saisons de compétition. Ouais, En général, les post-shows, moi, j'ai beaucoup d'athlètes très connus, même des réseaux, qui me contactent et qui partent dans des crises, mais interminables, qui n'en parlent pas à leur coach attitré. Donc, moi, je reste dans la confidence parce que, bah, bien sûr, je ne vais jamais en parler ni divulguer des noms. Mais si tu veux, moi, je me retrouve avec un schéma d'une personne qui est en détresse totale, qui fait n'importe quoi, qui est en roue libre, et on me demande de l'aide. Et à la fois, bah, moi, si tu veux, j'ai envie d'aider, mais bon, j'ai aussi créé Warrior Talk pour ça, tu vois, parce que bah, c'est aussi maintenant un moyen que j'ai de pouvoir communiquer avec les gens et aider les personnes qui souffrent de TCA. Sauf que bah, je ne peux pas communiquer là-dessus avec ces personnes-là parce qu'il faut rester dans la confidence. Et c'est souvent, je peux avoir deux, trois tips parce que toi, tu t'en es sorti. Merci, au revoir, tu vois. ouais, donc tu as ton service de coaching pour pouvoir aider les personnes avec des TCA ou on va dire des débordements alimentaires, ils appelleront ça comme ils veulent. Euh, mais alors, le problème c'est qu'ils veulent gratuitement et surtout ils veulent surtout pas que tu les tags, que tu les coaches Ah, en c'est quelque brut. sorte. Et que ça t'ébruite, oui, c'est surtout ça, parce que c'est tellement honteux dans notre milieu de reconnaître qu'on a un souci avec l'alimentation, et c'est le cas de tout le monde. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se leurrer. Tout le monde a un souci avec l'alimentation, que ce soit la boulimie, l'orthorexie, l'anorexie, des pensées intrusives, des pensées d'anticipation d'un repas. Ça va être un repas off, bah, je vais regarder à l'avance le menu à l'extérieur pour être sûr que je prends le plat le plus clean dans ma diète. Ou alors, foutu pour foutu, bah, je prends le truc le plus calorique et puis après, bah, demain, je me fais 40 minutes de Star Master. Tu vois. Non mais c'est ça. Et Et là, c'est maintenant, exactement ça qui se passe. Et le souci, moi, en tout cas, mon plus gros souci aujourd'hui, c'est que ces gens-là, sur les réseaux sociaux, ils te montrent un portrait d'eux-mêmes qui est enjolivé, glorifié. Mon passe compète, il est comme ça, tout est parfait, on gère la situation, tout est sous contrôle. Et moi, j'ai l'envers du décor. Et à chaque fois, tu sais, tu vois, je me retiens, je suis comme ça, parce que je peux rien dire. Et justement, moi qui fais ma compétition, où je me suis tiré une balle dans le pied, à défaut de savoir si j'allais vraiment en sortir indemne ou non, et bien, je l'ai fait dans le devoir d'honnêteté de ce que je partage. Et il y a des gens qui n'ont pas cette honnêteté-là. Et enfin, je devrais pas me rendre malade pour ça. Mais je trouve ça navrant parce que on a tous un rôle à jouer là-dedans. Et c'est hyper important, d'autant plus quand on est suivi par des gens qui sont vulnérables pour la plupart, quand on évoque ce type de sujet et qu'on parle d'un sport qui n'est pas un sport accessible à tout le monde. c'est ça. Et le gros problème, c'est que la plupart de ces personnes, généralement, n'en parlent pas, tout simplement parce qu'ils ont quelque chose à perdre. C'est-à-dire que certains, ils ont un sponsor, et ça peut, on va dire, être mal vu par rapport au sponsor. Ou tout simplement, ils ont peur par rapport à leur coach. Parce que certains coachs les coachent gratuitement. Ça, il faut pas oublier que beaucoup coachent gratuitement des athlètes à haut niveau. Et le fait qu'ils parlent de ça, qu'ils cheatent sur le plan de leur coach, ils ont peur de perdre le coaching aussi. Certains payent leur coach, ils ont carrément peur de se faire tège aussi. Ça, je l'ai entendu aussi. Mais beaucoup aussi sont coachs eux-mêmes et ont peur que ça affecte négativement leur business. Parce que à quel moment tu peux être légitime quand tu dis à un client mange pas ci, mange pas ça, fais plutôt comme ça ton pocho, quand toi-même t'as défoncé tout sur ton pocho, C'est ça. tu vois. Et la phrase fais ce que je dis et pas ce que je fais, C'est pas ce que je fais, ouais.
Je suis d'accord, oui et non, parce que en fin de compte, t'es coach, t'es supposé montrer l'exemple, mais ça veut pas dire que t'es supposé être irréprochable tout le temps. C'est-à-dire que, Mais personne ne l'est, qu'on soit coach, élève, même des gens hors du milieu, enfin peu importe, n'importe qui dans la rue, personne n'est irréprochable, on a tous nos failles. bah, c'est ça. Donc, Mais, le truc, mais c'est c'est vrai d'être, que. Vas-y, enfin. désolé, le truc, c'est d'être le plus honnête avec les personnes et de montrer l'exemple, justement, montrer l'exemple et dire, ok, moi aussi ça m'arrive, pas chaud, j'ai fait de la merde, mais c'est pas pour autant que il faut le lendemain aller sauter sur 3 fois plus de cardio, qu'il faut purger, qu'il faut, voilà, il faut l'accepter. T'as fait de la merde, tu prendras 100 grammes de gras en plus, c'est pas grave. Il faut l'accepter, tout simplement. Il faut accepter les dégâts que tu as fait parce que tu as cheat. Et il faut pas se dire, ah, mais il faut qu'on pense ceci, cela, parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de ralentir son métabolisme et, en fin de compte, tout simplement, de niquer son off-season qui va passer après, hein. C'est ça. Puis après, c'est encore plus facile avec cette méthodologie de pensée de rester dans un engrenage en continu et en fait de jamais être en paix avec soi-même ni même ses objectifs. Voilà. Et en plus de ça, généralement, s'ils cheat, ils vont commencer à mentir sur le poids. Donc, ils vont pas donner le bon poids au coach. Donc, il va pas pouvoir faire les bons ajustements. Certains vont envoyer des vieilles photos qu'ils avaient fait. Ou ils vont faire des photos avant d'aller cheat. Comme ça, ils vont pouvoir les Ah, ça se sent réutiliser. vécu. Ah oui, non, mais c'est des choses comme ça que j'ai eues auparavant avec certains clients, ou même quand moi j'avais pris un coach quand j'avais 15-16 ans, c'est des choses que j'ai fait quand je faisais des crises à 15-16 ans, des trucs comme ça, c'est que je faisais mes photos. Je savais que j'avais le bilan le samedi, je savais que j'avais envie de cheat le vendredi soir, bah je prenais les photos avant parce que je savais très bien que le lendemain ça allait pas être possible, tu vois. Hein. Et beaucoup le font. Mais tu vois, moi je me suis toujours dit, bah du coup vis-à-vis de toi en l'occurrence, je me suis dit on est quand même nous élèves, clients, on paye quelqu'un. Justement, moi je te verse une somme d'argent vis-à-vis de ce que toi tu me donnes comme directive pour moi, pour mon bien, pour mes objectifs. Je fais la dernière des connes, excuse-moi. Si justement je mentais, je te paye, tu vois. Donc c'est de l'argent que moi j'investis pour moi. Donc je serais vraiment, la- enfin, pour moi les gens c'est effroyable de d'oser investir de grosses sommes pour soi et de rien faire de cet investissement-là. Tu vois, c'est comme même un investissement dans l'immobilier ou que sais-je. Une fois que tu as perdu ton investissement et que bah, tu te retrouves raide sans plus rien, bah, tu n'as plus de tes yeux pour pleurer. Bah, là, c'est la même chose. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et en plus, sans prendre le coach, ça, c'est encore Après, un autre problème. c'est le même Mais principe que les personnes qui vont payer un abonnement chez Netflix ou à la salle de sport et qui vont jamais y mettre les pieds. C'est incompréhensible, tu vois, tu comprends pas, tu te dis, mais à quel moment tu payes ah, mais pour là, c'est une dimension de, on va dire, de divertissement. Là, ouais, on de parle respect. vraiment d'un changement qui est à la fois bénéfique pour le physique et le mental, dans son soi profond pour être mieux dans sa peau, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ça me paraît tellement risible que quelqu'un puisse faire tout le contraire de ce qu'un coach peut lui dire. Et déjà, tu n'as même plus cette notion de confiance parce que à partir du moment où tu payes quelqu'un, tu donnes ta confiance à cette personne-là et elle-même, elle te fait confiance pour qu'on fonctionne en équipe et que cette dynamique-là ne soit pas biaisée par le mensonge. Si déjà tu commences à mentir au bout des premières semaines, bah, autant s'arrêter là tout de suite et que la personne reste enfermée dans sa médiocrité. Tu vois? On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, je pense, se mentent à eux-mêmes et parfois se disent juste, ah, mais c'est pas grave, c'est juste un jour où j'ai pas fait les choses. Ou, ah, mais il va me juger négativement, après il va me coacher différemment s'il sait ça ou ça. Je pense que c'est vraiment dans cette démarche plutôt de honte et pas de. C'est pas vraiment voulu, tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt de la honte envers soi-même. Et des fois, ils ont même honte d'arrêter le coaching en se disant, ah, il va penser que je suis pas motivé et tout. Bah, c'est le cas, en soi. Non, mais c'est le cas. Et moi, j'ai des personnes, pour donner un exemple, qui m'envoient, je dis absolument rien, mais qui m'envoient un poids de corps qui ne représente absolument pas la progression qu'ils ont eue sur la semaine. Et je sais pertinemment que la personne me ment sur sa progression. Je vais prendre un individu que j'ai coaché pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il a perdu 15 kilos. Visuellement, il a perdu zéro. Donc, toutes les semaines, il m'envoyait son bilan en diminuant son poids de corps progressivement, Ça passe crème. mais sans voir le moindre truc. Et je le savais dès les premières 4 semaines qu'il ne suivait pas le plan. Parce qu'en plus de ça, je connaissais quelqu'un qui s'entraînait dans sa salle de sport et qui me disait, mais gros, il ne suit pas. Il ne suit pas, je l'ai vu au kebab encore hier. Et le mec continuait à persister dans sa connerie, en fait. Et le problème, c'est que quand il a commencé à faire ça,
il s'était engagé pour 6 mois. Et du coup, je pense qu'il voulait terminer, mais il voulait juste recevoir des plans, en fait, en fonction de ce qu'il avait payé, mais sans les suivre. C'est vraiment spécial de faire un coaching comme ça, parce que tu le sais, et malheureusement, la personne s'est engagée pendant 6 mois, donc tu peux pas lui dire, bah, on arrête maintenant le coaching. Mais la personne se ment à elle-même. Donc au bout des 6 mois, tu lui dis qu'on va arrêter le suivi, mais avant ça, en fait, tu peux pas. Et il y a des gens qui font. Alors c'est sûr que c'est une minorité, c'est un petit pourcent, mais ça existe. Et dans ce milieu, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes et qui pensent que payer un coaching, ça suffit pour avoir les résultats. Oui, parce que oui, c'est miraculeux. Et je pense que tu dois en avoir aussi avec toi des personnes qui vont avoir des TCA, qui vont payer un coaching et qui se disent, bah, je vais payer un coaching, ça va suffire pour me guérir. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté un temps parce que ça m'a dégoûté du coaching. Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de respect pour les coachs sportifs, enfin les coachs en général, préparateurs, etc. Parce que moi maintenant, j'en ai refait mon branle-bas de combat et je suis à fond dans mes coachings à l'heure actuelle parce que j'ai une nouvelle vision vis-à-vis de ça. Mais quand j'ai démarré, c'était hyper compliqué parce que justement, alors moi, à défaut justement de faire un plan de training et d'envoyer un message de temps en temps avec des bilans hebdomadaires, moi c'est du 7 sur 7. C'est un patching. Ouais. Donc vous pouvez écouter des vocaux d'une personne enfin, qui me fait un vocal sur WhatsApp d'1 heure et qui me raconte vraiment toute sa journée de ce qu'elle a mangé, de ce qu'elle n'a pas voulu manger parce qu'elle a pensé ça en me voulant euh, manger ceci, qu'une telle personne dans son entourage lui a dit ça, du coup elle a remis en question tout le processus de coaching parce que mentalement elle se sent pas prête et qu'au final ça va pas. Enfin, tu vois, il y a toujours des rebondissements ici et là. Et moi, du coup, j'ai fait tout le plan en amont et je suis là en continu, sans repos, tu vois. Des fois même, j'essaie d'éviter. Quand je vois une notification apparaître, je me dis, OK, là, je suis focus pour moi sur un projet que je suis en train d'établir. Donc, j'y reviendrai plus tard. Je me crée un espace dédié aux réponses dans un laps de temps dans ma journée parce que c'est vachement énergivore et qu'au début, ça me faisait peur parce que vraiment, ça me vampirisait toute mon énergie sur une journée. Et qu'à côté de ça, j'avais des personnes qui non seulement ne suivaient pas ce que je disais, ou simplement me disaient, bon, bah, c'est bon, au bout de 2, 3 jours de coaching, on a compte que tu vas pas faire de miracle, remboursement. Tu Ouais. vois? Le problème, c'est C'était que les gens c'était des s'attendent qu'à choses comme certaines ça. magies, quoi. C'est ça, c'était des choses comme ça où simplement, bah oui, un peu de baguette magique, ou parce que moi je l'ai traversé et que bah, j'en suis sortie miraculeusement, bah non, c'était pas miraculeux, ça demandait un travail de fond, que j'essaie justement de partager en termes d'expérience et de tous les outils que j'ai pu mettre en place pour moi, que je donne aux personnes qui me prennent en coaching. Par chance, enfin par chance, j'ai quand même eu de très beaux résultats, notamment avec deux femmes en particulier auxquelles je pense, qui étaient des mères de famille qui souffraient de TCA depuis 20 ans, tu vois. Donc pour moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, surtout quand c'est des mamans qui n'ont jamais réussi à avoir un regard positif sur elles-mêmes et qui avaient toujours des pensées intrusives tout au long de la journée. Et moi, justement, j'avais fait un travail de fond pour que ces pensées-là, en tant que maman, ne se répercutent pas sur leur progéniture, fille ou garçon, tu vois. Ouais. Parce que il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées aux atomes de la maman, via les troubles du comportement alimentaire. Donc moi, je faisais un vrai travail avec ces personnes-là. Et en fait, je donnais vraiment toute mon âme et tout ce que j'avais de plus cher, même si c'était pas parfait dans les débuts. J'y mettais du cœur et c'est toujours le cas. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc même au-delà du coaching, moi, j'adorais faire des séminaires, ou même des conférences pour exposer mon parcours, pour insuffler de l'espoir et faire en sorte que les gens n'abandonnent pas en fait où ils en sont. Parce qu'en fait, là où tu en es, c'est simplement le commencement qui est plus chose de neuf. Ouais. C'est totalement ça. Et pour terminer le podcast, ça fait déjà 1 h 15 qu'on est là-dessus, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des TCA? Quels conseils tu pourrais lui donner pour s'en sortir? Et évidemment, si la démarche vient de cette personne-là, parce que tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour s'en sortir, ou en tout cas pour commencer ce chemin vers la guérison? Je dirais que déjà, premièrement, il faut accepter que c'est une vraie maladie, que c'est pas une question de volonté ou une question de simple contrôle de soi, et que les TCA sont un vrai trouble complexe qui nécessite du temps et un réel investissement pour s'en sortir. Et surtout, même si bon, moi, pour le cas, je suis pas le meilleur exemple, mais ne pas rester seul face enfin, ne pas rester seul face à la maladie, parce que en parler à un proche, même simplement dire je vais pas bien, c'est une première étape
vers la guérison. Autre chose qui a été hyper importante pour moi, c'était de me reconnecter aux sensations corporelles. Alors, je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est essayer de réapprendre à écouter la sensation de satiété, de faim, et sans avoir une once de culpabilité une fois qu'on s'est lancé dans cette démarche-là. Et que le corps, en fait, il enverra toujours des signaux et qu'il ne faut jamais les ignorer. Parce qu'en général, ils veulent toujours ton bien et notre corps il aura toujours son mot à dire pour nous porter vers la vie et quelque chose de positif. Et la nourriture est quelque chose de positif en soi. Et là, pour en parler de nourriture, changer de perspective aussi sur la nourriture. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de notion de bien et de mal. Et il faut voir l'alimentation comme un carburant et un soin pour le corps, plutôt qu'un ennemi et quelque chose qui ne nous est pas devable. Parce qu'en soi, on mérite de s'alimenter, on mérite de manger, on mérite de vivre. Et c'est pas une punition et qu'il faut arrêter justement de tout sabotage en continu. Parce que X événements ou X chartes dans une publicité ou les normes actuelles ont décidé que non, on peut décider d'être soi et de vivre comme on l'a voulu, comme on le souhaite. C'est ce que j'allais rajouter, c'est qu'il fallait nourrir son corps pour pouvoir performer à l'entraînement, mais également performer dans la vie ou dans le travail, parce que tu as Mm. besoin de glucides pour pouvoir fonctionner correctement au niveau du cerveau, mais également au niveau du sport. Tu peux pas espérer construire un physique pour faire de la musculation, faire du bodybuilding ou même un sport d'endurance en mangeant 3 pommes par jour et en faisant des heures et des heures de cardio. C'est juste impossible. Donc je pense que Impossible. apprendre à nourrir son corps pour pouvoir vivre, c'est super important. Et il n'y a pas d'aliments interdits. La personne qui va te dire il faut que tu manges que du riz poulet, non. Pour pas dire d'autres choses. Je pense que c'est très important d'avoir une nourriture variée et de manger un maximum de variété. Et je pense que quand tu as besoin, quand tu envie de sortir des TCA, que ce soit la boulimie, l'anorexie, peu importe, c'est super important d'avoir une variété maximale. Et dans un premier temps, ne pas chercher à peser sa nourriture et avoir le contrôle sur les quantités, mais vraiment avoir une variété d'aliments vraiment énorme pour Et toute la donc, semaine. c'est de réapprendre à cuisiner pour soi. Parce que moi, je sais que quand j'étais malade, j'adorais cuisiner par procuration pour les autres. Ouais. Et de regarder les autres manger, ça me mettait dans un tel état de transe où j'avais l'impression de moi-même savourer le repas que j'avais préparé. Et même, enfin, je faisais des choses tellement belles pour ma maman, par exemple. Des fois, elle faisait des plats où elle se demandait mais d'où ça vient, cet attrait pour la cuisine. Mais en fait, je me le refutais à moi-même, que je le partageais aux autres. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc de je préfère faire en sorte que les gens, à travers ce biais de communication qui était faire un plat, puissent savourer ça. Et même si moi, je me l'interdisais, au moins, c'était une manière de donner de l'amour, tu vois. Ouais. Et ce qui m'a aidé, c'est de réapprendre à cuisiner pour moi et quand je m'attablais, par exemple, je faisais en sorte que ce soit un moment sacré. Il n'y avait pas de téléphone dans les débuts, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de divertissement quelconque. Je faisais en sorte de faire une jolie présentation dans mon assiette. Bon, maintenant, je t'avoue, j'en ai plus rien à faire, tu vois, je m'en fiche. Mais c'est vrai que les débuts, je faisais toujours en sorte que ma protéine elle soit un peu posée sur le côté, je fasse une belle présentation en général. Et en fait, rien que visuellement, c'était beaucoup plus attrayant pour moi de me dire, OK, je me suis préparé ça pour moi, je l'ai fait avec soin, je l'ai fait avec amour. Donc maintenant, je vais profiter de ce moment-là pour m'alimenter en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et que c'est un moment qui me fait du bien et que je me veux du bien, surtout. Tu vois. Ouais, je pense que c'est important d'associer vraiment la nourriture à un bon moment, pas une obligation de manger parce que tu dois manger pour s'en sortir, évidemment pas. On ne parle pas du cas de bodybuilding, mais vraiment de privilégier vraiment le moment, que ce soit avec des proches, avec toi, ou vraiment le moment autour de la nourriture. Et pas se dire, ok, je mange rapidement, de voir une vidéo, je suis en train de travailler en même temps. Et c'est vraiment de se poser au moins 15-20 minutes pour pouvoir manger dans le calme. Et vraiment manger assis dans le calme, pas manger debout au bord d'un truc rapidement, etc., quoi. À prendre le temps de mastiquer, de bien savourer, et puis simplement en fait, d'être ancré dans ce moment comme on sera ancré dans un moment avec des convives, une personne dans une conversation qu'on apprécie avec quelqu'un, on est toujours ancré dans le moment. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est un moment pour soi, avec soi, et que rien ne doit venir perturber ça, même ne serait-ce qu'une pensée qui se veut mauvaise. Voilà. Et autre chose quand même, parce qu'on avait un point qu'on voulait aborder, c'était comment aider une personne, enfin un proche peut aider une personne C'est vrai. de TCA. Alors moi, je dirais de ne pas minimiser le problème, surtout, ça c'est un point clé. Euh, Par ça, j'entends, il suffirait que tu manges, c'est pas si compliqué, t'as rien mangé aujourd'hui, enfin, tu vois,
toutes ces genres de petites piques et remarques, on peut s'en abstenir, ça va pas aider quelqu'un qui souffre de ça. Éviter aussi les commentaires sur l'apparence, le poids et l'apparence. Même un compliment peut être mal interprété. Alors ça, je sais que va y avoir deux écoles, tu vois, parce qu'on peut pas vraiment savoir si la personne en souffre, parce que des fois, ça ne se voit pas physiquement. On pense bien faire, mais généralement, c'est un peu trop intrusif comme Dans pensée. tous les cas, je pense que faire un commentaire sur le physique de quelqu'un qui ne l'a pas demandé, je pense que c'est déplacé dans tous les cas pour la plupart du temps. Et même, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui partage son physique sur les réseaux sociaux, je pense que personne ne devrait aller le critiquer, même si c'est un physique de compétiteur, aller le critiquer ou autre. Parce que généralement, la plupart des gens qui vont partager leur physique sur les réseaux sociaux, c'est pour justement avoir une sorte de compliment parce qu'ils ont eu potentiellement une mauvaise journée et qu'ils ont besoin de ça pour se sentir un petit peu mieux. Ou alors ils ont des doutes par rapport à leur préparation de bodybuilding, ou ils veulent juste partager parce qu'ils sont heureux. Et, C'est souvent le cas en plus. Hein. c'est Quand tu es ça. heureux de ta propre transformation, où tu te dis, putain, mon check-up, il est super cool ce matin, je suis plutôt fière de moi. Et là, tu vas avoir quelqu'un qui va sur un petit commentaire. C'est Et vrai je que c'est pense que ça, souvent. ça peut juste enfoncer quelqu'un et gratuitement parce que ça t'apporte quoi? Apporte te renforcer, on va dire, dans ta médiocrité, tu vois, parce que t'es jaloux en fait et que tu veux juste faire, ou parce que t'es mal et que tu veux que quelqu'un se sente aussi mal que toi. Moi, je vois pas l'intérêt d'aller descendre le physique de quelqu'un sur les réseaux ou même dans la rue, hein, d'aller voir quelqu'un qui a rien demandé, quoi. Moi, en général, dans la rue, j'aime bien quand je trouve quelqu'un de stylé ou que je trouve une fille jolie, je vais lui dire. Oui, non. C'est quand je suis dans mon jour de bonté, j'aime bien, je me dis, ça peut faire On va dire plaisir. que le côté positif, ça va, mais aller dire à Mm. quelqu'un, j'adore, t'es super maigre. C'est pas forcément. Non, mais il y a des personnes âgées qui le font ça Oui, parce oui, ils oui, associent c'est vrai. la maigreur à quelque chose de bien et qu'elles disent, ah, vous êtes en forme, alors que bah pas forcément, tu vois. Moi, récemment, on m'a dit que j'avais pris des jours avec la PDM. Tu vois, ce genre de commentaire, bah des fois, t'as juste envie de dire, bah tiens. Oui, oui, c'est vrai, c'est en abondance, ça, ok. C'est périodique. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me dis juste c'est périodique, ok. Mais à l'époque, si j'avais encore mon esprit malade, je t'avoue que j'aurais pensé à ça toute la journée. Je me serais dit, ok, peut-être. Enfin, j'aurais remis en question le processus. Je me serais dit, ok, peut-être que là, on a trop élevé les calories en journée. Peut-être qu'il faut que je fasse plus de cardio en fin de séance et pas que pendant mes séances, enfin mes fins de séance upper. Enfin, tu vois, j'aurais mis plein de choses en question. Alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, je sais où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait. Mais c'est vrai que sur le moment, tu sais, t'as ce petit truc en mode merci. Ouais, bah Tu après vois. ça, je pense que c'est pour tout le monde, hein, tu sais. Oui, On oui. n'apprécie pas quand on nous donne un commentaire qu'on n'a pas demandé sur notre physique, alors qu'on est là en mode, bah, qu'est-ce que ça peut te faire? Non, mais tu vois, ce genre de truc. T'es en mode, ouais, mais moi, je t'ai pas dit que ça me plaisait pas chez toi. Pourquoi tu me fais un commentaire? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est des fois avec un peu plus de sournoiserie de la partie, j'aime bien aussi l'appliquer. Mais bon, quand c'est des petits commentaires comme ça, à quoi bon, tu vois, c'est plus une perte Oui, de temps et d'énergie qu'autre chose. ouais, Mais c'est général. vrai qu'on va dire quand tu es quelqu'un qui fait partie de l'entourage d'une personne qui souffre de TCA, il y aurait ça à éviter, on va dire, le plus possible. Et ne pas jouer le rôle du contrôleur aussi. Surveiller ce que la personne mange, lui faire des remarques sur ses portions. Ah, t'en as pas beaucoup dans ton assiette. Ah, t'as trop mangé. Ah, tu te resserres, tu vois, des choses comme ça. Ouais, Je dirais ce qui est intéressant aussi, c'est d'encourager la recherche d'aide, mais sans l'imposer. Parce que plus tu vas imposer à la personne d'aller contacter quelqu'un, d'aller vers les services hospitaliers, ou même tu lui imposes que bah, demain j'appelle quelqu'un, tu vas te faire interner, c'est la pire chose à faire. Et après, le maître mot, c'est être patient et bienveillant au quotidien. ouais, je La pense. guérison, c'est un processus vraiment très très long. Hein, et même moi, il y a certaines choses sur lesquelles je travaille encore au fond. Donc il y aura des moments de progrès, des moments de rechute, c'est jamais linéaire et il faut l'accepter. Je pense que soumettre les idées, c'est mieux que les imposer. Bah, je pense pour aider Ouais. la guérison. Comme par exemple, ah, tu as vu, il y a ce centre qui aide maintenant, ou ah, t'as vu, ils ont ouvert un nouveau brunch, tu veux aller l'essayer, ce genre de choses. Je pense Ouais, que ouais, c'est plus intéressant que de dire demain on va manger au resto, t'as besoin de manger. c'est ça. Ou est-ce que ça te ferait plaisir que tu vois ce genre de phrases Je pense que c'est. qui sont vraiment dans un biais de vouloir faire le bien en fait à la personne et surtout valoriser la personne au-delà de son aspect physique parce que ça c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Ouais, Et moi, enfin, je sais que on m'a souvent dit maintenant avec l'entourage que je me suis créé, qu'au-delà de mon physique, enfin, j'étais une personne qui était en or, enfin, qui avait une personnalité de folie. Et c'est des choses que j'avais jamais entendues. Et je trouve ça limite encore plus beau. Ça me touche encore plus quand on me dit ça vis-à-vis de ce que je dégage, de qui je suis au fond quand on me connaît sous toutes mes coutures, plutôt que de simplement un bilan que j'ai pu partager sur Instagram. J'aime ouais. bien apprécier pour qui je suis au fond
et pour ce que j'essaie de transmettre. Ouais, c'est ce que je veux dire. Être apprécié pour ce qu'on est, pas ce qu'on représente physiquement, je pense que c'est super important parce que dans 20, 25 ans, le physique, on l'aura plus. On l'aura Mm. plus celui qu'on a actuellement. Il faut Il dire y ça. aura, il y aura plus de physique, il y aura plus d'eau. Voilà, faut dire ce qui est. On n'aura plus notre physique qu'on a aujourd'hui. Et si jamais les personnes nous aimaient ou nous appréciaient uniquement pour notre physique, bah, on va se retrouver rapidement seul. Donc, ça fait toujours plaisir que les gens nous apprécient pour qui on est et pas forcément, enfin, qui on est personnellement et pas ce qu'on représente physiquement ou le Et statut. tu vois, ce qui m'a beaucoup aidé dans le cadre, ne serait-ce que du couple, c'est que Samuel, il m'a toujours dit que tu sois en phase de off ou enfin, en off-season ou en prépa, comme c'est deux physiques différents l'un comme l'autre, et que c'est notre sport aussi qui implique ce type de changement hyper paradoxal, tu vois, c'est des gros changements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On pourrait croire que justement dans le regard de la personne qui partage ta vie, ça peut être un frein, alors qu'en fait, moi, il m'a toujours dit, peu importe ton enveloppe corporelle, dans tous les cas, je t'aime pour qui tu es et j'aime ton âme au-delà de tout. Donc, c'est aussi ça qui m'a beaucoup apporté dans l'idée que, en fait, je peux être qui j'ai envie d'être, et c'est tout ce qui importe. Ouais, je pense que de toute façon, c'est important, je pense, d'être avec quelqu'un qui accepte et qui nous motive dans notre objectif ou dans notre vie, dans peu importe notre travail, notre objectif sportif, et qui l'accepte surtout parce que quelqu'un qui va toujours dire ah, tu vas encore à la salle de sport, ah, tu fais encore ci, tu fais encore ça, tu rentres quand et tout. Je pense que c'est que négatif parce que ça te crée du stress et tu sais très bien que ça peut pas durer et Après, je pense pas que ce soit incompatible, même un pratiquant qui est avec un non-pratiquant. non. Je pense que c'est une question de compréhension et de respect vis-à-vis des objectifs de l'autre. Voilà. Donc, Moi, j'ai quelques clients, par exemple, qui font du body, qui sont des femmes qui ne sont absolument pas dans le milieu, mais qui sont les premières à être dans les backstage avec eux pour leur ajuster le tan, qui vont les aider à pumper, qui vont leur préparer les repas à 4 heures du matin parce qu'ils partent bosser, parce qu'elles le font d'elles-mêmes, ils n'ont rien demandé. Et je trouve que c'est super important. Elles vont pas les harceler pour leur dire tu rentres quand de la salle, etc. Parce qu'elles ont compris que c'était important pour la personne et que de son côté, lui aussi, c'est tout pour que la personne soit heureuse au maximum. Mais il y a des compromis à faire et je pense que c'est important que les personnes le comprennent, qu'on ne vit pas pour l'autre, on vit en fait pour nous, pour notre bonheur dans un premier temps. Et il faut que cette personne-là soit, on va dire, fasse partie en fait de ce bonheur. Et il faut pas que ce soit uniquement elle le bonheur en fait, parce que c'est comme ça que je pense que c'est voué à l'échec en termes de relation ou même en termes de réussite. Parce que si tu es heureux uniquement parce que tu es en relation et pas parce que la personne te complète, je pense pas que ça peut matcher sur le long terme. Et je pense que ça peut même te créer des problèmes avec l'alimentation parce que du coup, tu vas compenser ce manque d'amour et de communication par la nourriture aussi. c'est pour ça que la nourriture, sur ça, à la fois, c'est un facteur qui nous fait beaucoup de bien quand on sait justement, ne serait-ce qu'avoir une éducation vis-à-vis de ça et gérer ses propres émotions. Et en fait, le travail de fond, c'est quand tu es dépendant de quelqu'un, bah, tu peux vite basculer dans un trouble, mais quel qu'il soit. Là, on parle d'alimentation, on peut parler d'alcool, Ah de oui. jeux. Enfin, et les addictions, ça touche énormément de gens, je crois même 95% de la population. Et c'est quelque chose qui résulte d'un grand mal-être chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y aurait trop de choses à dire là-dessus. Encore.